Je me suis posé la question, tu vois, de pourquoi est-ce qu'un post avec ou sans une photo d'un connard qui est comme ça fonctionne mieux. Et je me dis, mais pourquoi? C'est avec mes 1500 abonnés que je vais dire ah yeah, je peux te faire un truc sponsor, tu vois. Donc T'es sûr? ah, j'ai pas testé. Ah, Il y a personne sur notre thématique, Jordan. Tu vas te rendre compte rapidement que tu peux valoriser ça. Des kilotonnes. milliard. Le milliard. Quelles sont les plateformes qui ont craqué le sujet de l'influence? Yesterday, you said tomorrow. So just do it! À nous deux. Influenceurs, entrepreneurs. LinkedIn, Instagram, etc. La conversation qu'on avait du coup. Je trouve que LinkedIn commence à avoir le côté Insta. Et commence à avoir le côté Insta sur deux trucs. C'est les photos de soi. Et d'ailleurs, ça m'a fait marrer parce que tu vois Louis Pile, Ouais. il avait fait un post en mode c'est quand même dommage maintenant sur LinkedIn, tu peux avoir de la compétence, mais si t'es chum, t'auras pas de. Mais en fait, tu pourras jamais faire de reach LinkedIn, tu vois. Et du coup, je me dis, putain, il a quand même un peu raison parce que tu vois, tu sais, ce truc sur Insta de je vois la meilleure live des gens et en fait, c'est un peu fake et tout. Je me dis, putain, LinkedIn, c'est quand même le lieu où normalement, t'es censé montrer que c'est les compétences qui font la loi. Et je trouve qu'on est un peu en train de perdre ça. Et du coup, moi, j'avoue que ça me fait un peu chier. Et le deuxième truc où je trouve qu'on est un petit peu dans le Insta, c'est qu'on sort de la compétence pour aller de plus en plus vers du lifestyle. C'est-à-dire que généralement, les posts photos des gens, etc., ça va pas s'accompagner sur des leçons entrepreneuriales ou c'est des fake leçons entrepreneuriales, tu vois. Mais c'est souvent du lifestyle, Je vois ce que tu veux dire. En fait, je pense que LinkedIn est en train de... En fait, c'est une plateforme qui n'avait pas ses créateurs de contenu il y a encore 2 ans. C'était une plateforme où tu partageais des CV, tu racontais ce que tu faisais dans ton taf. Et donc forcément, c'est en train d'arriver sur à peu près toutes les verticales qui existent. Je suis pas sûr qu'elles subsistent toutes. Mais de toute façon, je trouve que c'est un changement. C'est toujours assez dur de résister au changement, de dire faut pas qu'il y ait de lifestyle sur LinkedIn. Il y aura du lifestyle si les gens ont envie de voir du lifestyle. Exactement. Le c'était mieux avant, faut que ça dégage. Voilà, et s'il y en a qui font des posts comme ça, c'est qu'il y a des gens qui les lisent. Exactement. Après, ce que je trouve intéressant sur le truc des photos, c'est ce dont on parlait juste avant de commencer l'épisode, c'est que moi, je vois vraiment plus ça comme de la miniature. Et donc aujourd'hui, je trouve que LinkedIn, en termes de qualité du contenu, c'est une plateforme qui a quand même encore du retard sur les autres. Et c'est aussi potentiellement parce que les créateurs de contenu sont récents. Et donc, ils n'ont pas encore compris comment faire du contenu divertissant. Et en fait, tu vois ce cycle accéléré qu'ont eu toutes les plateformes. On est passé par du texte, puis de la photo, puis de la vidéo, qui je pense va se faire en accéléré sur LinkedIn uniquement, en quelques années. Je pense que dans 2-3 ans, ça devrait être terminé. Enfin, je dis 2-3 ans, j'en sais rien, mais bon, c'est comme ça que ça va se faire assez rapidement. Et donc aujourd'hui, on a eu les posts texte, qui ont longtemps été les posts qui étaient les plus diffusés par l'algorithme. Il y avait aussi des sondages, etc., mais qui sont une variante du post texte. Et là, on commence à voir arriver le fait que le même post, tu le mets avec ou sans une image de toi, peu importe l'image. D'ailleurs, c'est ça qui est assez marrant, c'est vraiment le tout début. Tu peux mettre une image qui n'a rien à voir, ça fonctionne quand même. Et bah, le post, il a plus de reach. Donc je pense que ça va... Si c'est beau. Bah ouais, si t'es en train de faire un truc stylé, tu vois, bon, nécessairement, c'est de la miniature, tu vois. Si la miniature donne envie de lire le truc, ça marche. Et donc je pense qu'en fait, c'est un peu les balbutiements de ce qu'on voit sur YouTube. C'est-à-dire que c'est une mauvaise miniature, mais à terme, il va y avoir des miniatures de post LinkedIn. Et puis, si ça suit le rythme que ça a suivi sur les autres plateformes, ça devrait arriver vers de la vidéo courte, puis de la vidéo un peu plus longue, et peut-être de la vidéo à la TikTok, 30 secondes, etc. Je sais pas dans quel ordre. Mais je pense qu'en fait, aujourd'hui, c'est le contenu qui est le plus divertissant et que les gens consomment sur les autres plateformes. Donc, je vois pas pourquoi LinkedIn s'y mettra pas. Ça prendra peut-être un petit peu de temps, parce que le truc est spécial sur LinkedIn d'ailleurs, et qui fait que le lifestyle, je pense, va mettre un petit peu plus de temps à s'imposer que sur les autres, c'est qu'en fait, tu as quand même un truc où le like est conditionné au regard des autres. C'est-à-dire que tu as quand même l'impression d'être regardé par ton boss sur LinkedIn. Oui. Donc tu vas pas liker n'importe quel post Instagram. Moi, ça m'arrive de recevoir des messages sur certains de mes posts LinkedIn, des messages en privé de gens qui me disent 100% d'accord avec toi, mais je peux pas liker. Je peux pas liker. Ça m'est déjà arrivé de recevoir ce genre de truc. Et putain, ça me fout les boules à chaque fois, tu sais. Je me dis, mais les gens, ils sont tellement... mais c'est quoi ces boss? C'est quoi ces boss qui vont venir te faire une réflexion parce que t'es allé liker un truc et tout? Ok, la vidéo... En fait, tu vois, les images, les vidéos, etc., le côté miniature... Enfin, le côté miniature, je sais pas. Honnêtement, là, t'es en train de me parler d'un truc que je l'avais pas envisagé. Le côté miniature de post LinkedIn, j'avoue que... Moi, j'avoue que j'étais un peu plus dans ce truc Instagram. Et tu vois, par exemple, aux States, il y a quelques créateurs, ils ont vraiment pris l'habitude de... Alors bon, on a un peu la folie, là, en ce moment, des carousels de post Twitter. Tu vois de quoi je parle? Ouais. Le carrousel du post Twitter, le truc un peu facile, etc., etc. Ça reste du contenu texte, mais du coup, c'est dans une image, donc ça attire l'œil et tout, machin. Mais il y a certains créateurs
qui font de plus en plus du visuel comme sur Insta. Je sais pas si tu vois Steven Bartlett, je crois il s'appelle. Il a un podcast qui s'appelle Diary of a CEO. Tu vois, connais, ouais. tu l'as sur LinkedIn? Je l'ai pas sur LinkedIn, non. Eh ben, tu vois ses posts LinkedIn, il a un reach, mais enfin un niveau d'engagement, laisse tomber. Et c'est très Instagram comme esprit, même si ça reste entrepreneurial. Donc, tu sais, par exemple, il fait de la capture d'écran de l'appli Notes d'Apple, ou, tu vois, ce genre de petits trucs qui fait très Instagram. Et après, tu as Chris Walker de... Modern Wisdom. Non. Pas lui. Chris Walker. Non, toi, tu parles de Chris Wilkinson, je crois qu'il s'appelle. Williamson. Williamson, voilà. Ouais. Non, là, je parle d'un gars sur LinkedIn. Putain, il a une agence Growth aussi, je crois, ou de Dimension. Bref, lui, il fait de la vidéo carrée. Tous ses posts sont généralement accompagnés d'une vidéo de lui qui explique son post, en fait. Et du coup, tu as la vidéo qui explicite un concept et il a le texte qui va avec aussi. Donc, tu n'es pas obligé de regarder la vidéo. Et c'est très canon. Tu vois, il y a ce côté, j'ai transformé mon post en une petite vidéo de moi, il y a un setup un peu sympa, le micro, le mec est un peu beau gosse et tout, machin, c'est bien sous-titré, blablabla. Et je me dis, putain, ça c'est quand même pas mal. Et du coup, bon, j'irai pas jusqu'à dire la miniature, mais le Instagram, on y est de plus en plus, quoi. Ouais, pour moi, je vois vraiment ça juste comme une affaire de... Est-ce que ton contenu il est intéressant? C'est quoi le meilleur format pour le Ça, c'est sûr. diffuser? Donc, je sais pas, moi, c'est vraiment mon explication aujourd'hui. Je me suis posé la question, tu vois, de pourquoi est-ce qu'un post avec ou sans une photo d'un connard qui est comme ça fonctionne mieux. Et je me dis, mais pourquoi? Et je me suis juste dit que c'est parce qu'en fait, il y en a là où les autres en ont pas. Donc aujourd'hui, c'est juste, tu t'es rewardé par le fait d'être présent et de le faire, d'avoir une photo. Oui. Mais sauf que ça va s'arrêter un jour. Tout le monde va mettre des photos, et puis plus personne va s'arrêter sur des photos. Et tu vas te rendre compte, c'était quoi? Pourquoi est-ce que ça marchait les photos? Parce que ça attirait l'attention. Donc, qu'est-ce qui attire l'attention? Et là, il y a des gens qui ont déjà craqué le truc. C'est la miniature, c'est la photo Instagram. La photo Instagram aussi, souvent, elle est accompagnée d'un texte. Et donc, oui, si la photo totalement. est stylée, tu as envie de lire le truc. C'est la même chose. Et donc, je sais pas ce que ça voudra dire sur LinkedIn, parce qu'il faudra que ce soit un petit peu corpo. J'ai trop hâte. En tout cas, je vais faire plein d'essais, c'est sûr. J'ai briefé mon équipe, je te le disais juste avant, sur essayer de le faire. Moi, j'ai envie de faire des tests aussi. Je vais t'avouer un truc, je suis gêné d'en parler. Je me suis fait mon petit dossier photo de moi sur lesquels je me suis dit, il faudra que je fasse. Non, mais parce que, en fait, j'ai jamais testé, tu vois. Ouais. J'ai jamais mis une photo de ma gueule sur un post et tout. Et du coup, je me suis dit, faut quand même que je teste, tu vois. Faut quand même que je teste. Alors après, je vais pas me mettre à parler business et montrer une photo de moi avec ma fille. Je vais pas faire ça, tu vois. Mais je me suis dit, il faudra quand même que je fasse des tests. Mais oui, après, de toute façon, le côté vidéo, là, je suis un peu en train de tester parce qu'en plus, j'ai YouTube. Donc, prendre des extraits, des machins comme ça, faire le petit morceau de vidéo qui va bien. Mais ok, et donc, si on va un peu plus loin, le côté entrepreneur-influenceur, parce que tu vois, là, en plus, donc moi, j'avais fait un post LinkedIn dernièrement pour dire qu'en 2022, j'ai fait pas mal de posts sponsors. Et on en avait parlé une fois, on s'était eu au téléphone où je t'avais dit comme quoi j'allais avoir un deal avec Amazon et tu m'as dit comme quoi tu allais avoir un deal avec Amazon. Attends, mais c'est d'ailleurs sur le format dont je te parlais juste avant là. Donc je peux pas parler dans la vidéo, mais c'est eux qui ont sponsorisé ça. Ah ouais, ah, ok, d'accord, ok. Bon, moi c'était du post texte, LinkedIn, c'était nul. Franchement, vraiment, j'ai regretté de l'avoir fait. Mais comme on en avait déjà discuté aussi une fois, c'est typiquement le genre de boîte, ils ont du budget, et ils peuvent se permettre de tester des trucs un peu sympas, etc. Moi, l'année dernière, j'ai gagné, je pense à peu près, je ne me souviens plus des chiffres, mais je crois que j'ai gagné à peu près 20 000 euros en post sponsor sur 2022. Mais putain, je suis quand même tombé sur un truc où je me suis dit, j'ai l'impression que tous les posts sponsor aujourd'hui sur LinkedIn, en fait, tu vois, j'ai l'impression que le post sponsor, il a pas encore... les boîtes n'ont pas encore craqué le bon format de sponsor sur LinkedIn. Je pense que c'est une affaire de format. Et je vais te prendre le même prisme d'analyse que la question d'avant. Quelles sont les plateformes qui ont craqué le sujet de l'influence? Totalement. Ouais. Oui, mais tu vois, du coup, aujourd'hui, il y a trop une forme de copie. Tu vois, tu sais, c'est genre... Ah bah en fait, sur Instagram, il y a les UGC de « Hey, j'ai testé ce produit, c'est génial ». Et en fait, l'UGC de LinkedIn, c'est le post écrit « Hey, by the way », tu vois. Ouais, mais ça, comme collab influenceur, aujourd'hui, ça marche plus. Hein, de faire des trucs « Salut, achète mon code promo, swipe up », t'as même plus swipe up. Moi, ce que je voulais dire par ça, c'est aujourd'hui, une agence d'influence, Instagram, etc., ce qu'ils te vendent, c'est pas que ton produit va être... un influenceur va faire la pub de ton produit, c'est un concept de campagne. Oui. Et ce qui manque aujourd'hui, je trouve, dans toutes les campagnes qui ont été faites en B2B, parce qu'on en fait beaucoup avec Linker aussi. C'est pour ça que je voulais aborder le sujet. C'est un concept.
C'est-à-dire, c'est une idée, c'est quoi l'idée de la campagne et pourquoi est-ce que ça va engager les gens? C'est pas juste, oh, regardez, j'ai fait tel truc, je suis sponsorisé par telle marque, tiens mon code promo, conversion. Non, tu veux, je sais pas, faire un truc avec Amazon, un concours, je sais pas, ils m'ont filé 200 balles de cadeaux, je me filme en train de les utiliser. Tu peux pas juste être en mode commercial, sinon ça va pas marcher. Ça marche déjà pas sur les autres plateformes. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne sur LinkedIn. Donne-moi un exemple de concept, parce que en fait, tu vois, ou de campagne. Je peux t'en donner un. Vas-y. Si tu veux. On a fait d'ailleurs, la plus grosse campagne LinkedIn, c'est Don de Chaleur. Ouais. Don de Chaleur, c'est une boîte qui te permet du coup de faire des économies d'énergie, enfin qui encourage les gens à faire des économies d'énergie de façon un peu gamifiée. Et donc après de donner l'argent qui était économisé, une partie à des assos, etc. Et donc ils sont venus nous voir avec une problématique, c'est qu'ils voulaient toucher LinkedIn. Et donc avec Linker, ce qu'on leur a fait, c'est qu'on a fait le concept, on a éteint LinkedIn pour éteindre l'économie d'énergie, etc. Donc on a activé, je crois que c'est le plus grand nombre d'influenceurs jamais activés sur LinkedIn le même jour, à la même heure. On leur a tous filé un visuel noir. On leur a fait partager leur expérience, enfin un truc sur Don de Chaleur, etc. Là déjà, tu vois, tu as un concept, c'est mémorable. C'est tout con. C'est beaucoup mieux que « Ah salut, je me suis inscrit à Don de Chaleur, viens t'inscrire ». Là, tu as plein de personnes qui font un effet remarquable. C'est-à-dire que les gens s'en souviennent aujourd'hui. T'en parles à beaucoup de gens de LinkedIn, ils s'en rappellent. Et ce qui est assez dur, tu vois, de passer le seuil de mémorisation sur un truc comme ça. Et ça, c'est un peu les balbutiements. Tu vois, c'est les premiers essais. Franchement, c'est la 2e ou 3e campagne qu'on ait faite sur LinkedIn. Et je pense qu'après, tu vois, on est déjà en train de réfléchir à des concepts plus engageants pour la communauté, etc. Ça va suivre un petit peu la dynamique qui a suivi Instagram. Tu vois, j'avais un pote j'ai toujours un pote qui a une agence d'influence Instagram et qui me disait sur un pitch influence, si tu as 10 agences, tu en as 7 qui vont te pondre une liste d'influenceurs pour advertiser ta marque, tu en as 2 qui vont te pondre un concept un peu sympa et tu en as une seule qui va te pondre un concept qui engage la communauté. C'est-à-dire qui va trouver une idée qui donne envie aux gens de commenter et pas juste c'est marrant, tel influenceur fait tel truc. Tu vois, on est en train de préparer des choses, on accompagne une marque qui s'appelle Abi qui fait de la comptabilité pour de la gestion de compta pour les free. Et on va faire petit à plein. Mais après, je peux pas directement parler. Je me rends compte, je me suis engagé sur une voie. On l'a pas encore fait de la campagne, mais il va y avoir des concepts assez sympas et un peu originaux. Ok. Bon, j'ai hâte de voir du coup, parce que j'avoue que l'exemple que tu m'as donné, pour moi, il est pas assez. Il prend pas assez la tangente par rapport à des idées très logiques que j'aurais en tête, tu vois. Tu vois, bon, moi, du coup, qui ai fait du post-sponsor, à aucun moment, la marque, je sais pas, tu vois, j'ai fait une campagne pour Penny Lane, super produit que j'ai déjà utilisé, etc., etc. Je les ai au téléphone, ils m'ont parlé de toi il y a pas longtemps aussi. C'est vrai ? Ouais. Okay. Et en fait, tu vois, typiquement, moi, je me suis dit, il faut que j'aborde le sujet de manière originale et pas simplement « Hey Penny Lane !» tu vois. Et du coup, j'ai parlé de galères qu'on avait eues sur du retard de paiement client, etc., etc. Et du coup, je raconte une histoire autour de ça. J'avais 2 posts, donc ça me permet de créer du lien, etc. Mais c'est de mon initiative. C'est de mon initiative de par ma ligne édito. C'est-à-dire que moi, j'ai une ligne édito sur laquelle je me dis, je veux quand même apporter de la valeur à des entrepreneurs, etc., etc. Et donc, je vais moi-même créer ce truc-là. Et donc, moi, là où je me dis qu'il y a une galère, c'est quand on t'impose une campagne qui n'est pas particulièrement, tu vois, qui n'a pas tout à fait de lien avec ta ligne édito. Tu vois, je me dis, à quel moment, en fait, le concept... Moi, si tu me parles d'un concept et que je vais considérer que c'est pas tout à fait dans ma ligne édito, je vois pas trop l'intérêt, etc., j'ai pas le sentiment que ça va apporter une valeur particulière à mon audience. Tu vois, c'est là où ça va grincer les dents. Et donc, moi, en 2023, je me suis dit, il faut que j'arrête. Pour le moment. Enfin, tu vois, je suis complètement ouvert au fait de me dire, dans quelques temps, je referai des posts. Mais quand j'aurai le sentiment que, ça y est, tu vois, on a un peu craqué le truc et là, il y a des trucs cool à faire. Là, il y a des trucs sympas. Okay. Je trouve que tu vois, c'est typiquement le genre, ce que tu décris, c'est le genre de problématique business qui nécessite la présence d'une agence. Entre l'influenceur, donc toi, et Penny Lane, etc. T'avais une agence entre les deux ? Dans le cadre de Penny Lane, ouais. Et elle t'a pas proposé un concept, un truc t'étais tout seul à partager ou il y avait d'autres influenceurs qui étaient activés ? Je crois qu'il y en avait d'autres, mais il n'y a pas eu un vrai concept. C'est-à-dire que, tu vois, moi, le brief que j'ai eu, c'est voilà ce que c'est Penny Lane, voilà les avantages par rapport à la concurrence, voilà des angles d'attaque qui semblent être intéressants pour Penny Lane. Je sais plus exactement ce qu'il y avait d'autre. Débrouille-toi, fais ta sauce. Et après, mais moi, dans un sens, ça m'allait parce que en fait, si on fait appel à toi, c'est parce qu'on aime ta ligne édito et on pense que tu seras capable de trouver un truc sympa à dire par rapport à ce produit. Et pour moi, c'est là où c'est intéressant justement d'avoir une agence. Tu vois, ce qu'on fait avec Linker, c'est qu'on a des talents en exclu, tu vois. On appelle ça des talents.
mais c'est des influenceurs B2B, c'est-à-dire ces gens qui sont signés chez nous, on sait de quoi ils parlent, du coup on compare ça avec ce que veut la marque, et ça nous permet de proposer des concepts, tu vois, sur lesquels je peux pas encore parler parce qu'on n'a pas encore lancé les trucs, Pas de souci. mais il faut que tu trouves un truc qui à la fois va rassembler plusieurs influenceurs, mais qui va être authentique dans chacune de leurs lignes édito. Et c'est ça, c'est là pour moi où la présence d'une agence est importante. Parce qu'elle va travailler ce concept que toi tu peux pas déterminer parce que tu sais pas les autres influenceurs qui sont activés. La marque a beaucoup de mal parce qu'elle connaît pas bien LinkedIn. Et c'est là que pour moi va se diriger l'influence LinkedIn. Et je sors pas ça de mon cul, hein. C'est juste parce que je prends ce qui a fonctionné sur les autres plateformes. Ouais. Bon, en tout cas, je suis très curieux de voir comment ça va évoluer parce que aujourd'hui, j'ai l'impression que tu vois, il y a un truc qui a pas encore, tu vois, on n'a pas passé ce petit cap de ah ok finalement c'est cool. Parce que tu vois, j'avais fait un post dernièrement sur le sujet où je me disais, tu vois, par exemple même toi avec ta chaîne YouTube qui te met à faire un placement de produit où tu vois une espèce de pub dans ta vidéo, hey top, skip pas la pub et tout, tu vois. En fait, sur YouTube, on connaît. Tu vois, genre, on n'est pas choqué de voir un truc comme ça. Alors que c'est un peu intrusif, mais tu as compris les règles du jeu, en fait. Tu as compris que ça faisait partie des règles et que ça fait partie de l'environnement YouTube. Tu vois, j'ai vraiment ce truc-là. La pub Insta, ça fait partie de l'environnement Insta. Et en fait, je pense vraiment qu'il y a un truc sur l'environnement sponsor LinkedIn. Il y a... Tu vois Je vois très bien ce que tu veux dire et c'est précisément pour ça que c'est très rentable en fait. Oui, c'est parce que prends toutes les marques qui ont, je vois, des exemples des flopés, tu vois, des My Jolly Can, des SoShape, etc., qui ont écumé l'influence sur Instagram parce qu'ils sont arrivés avant tout le monde, au moment où les gens n'étaient pas forcément hyper habitués. Aujourd'hui, tout le monde a capté le format, ok, mais ça coûte beaucoup plus cher. Ah non, mais par contre... tu fais de la noto parce que ça fait pas de conversion. Oui. Non, alors par contre, c'est vrai que je faisais un peu mon calcul de CPM sur les campagnes sponsor que j'ai réalisées où moi-même je faisais les posts, tu vois. Et je me disais, putain, les marques, elles ont eu un CPM intéressant quand même. Et puis d'ailleurs, tu as une idée un petit peu des conversions que tu as générées ? J'ai pas le détail. Je sais pour certaines marques que ça a été du lourd. Je peux en citer une, je pense que je peux la citer. C'est Folk. Tu vois, Folk, le CRM ? Folk, c'est un des derniers produits où je suis tombé amoureux. Mais il y a un mois, ma vie a changé depuis ce truc. Voilà. Putain, je leur fais un peu. Payez-moi. Merde. Donc moi, je fais un bisou à Erwan. Et en fait, Folk, c'est simple. Hein. À chaque fois, je trouvais le bon angle pour Folk. Je crois que l'année dernière, j'ai dû faire 10 posts qui sont partis viraux. Et quand je dis viraux, c'est plus de 1000 likes, tu vois, plus de 1000 réactions. Sur les 10, il doit y en avoir 3 ou 4 qui parlent de folk. Et j'ai dit à Erwan, putain mec, ton CPM, même au meilleur moment d'Instagram, t'aurais pas eu ce CPM là. Quoi. Et tu sais que je suis en train de réaliser, je me demande si j'ai pas découvert folk dans un de tes posts. Tu vois que ça fait de la conversion. J'en ai jamais douté. Hein. Ouais, et je sais que Erwan, au début, il m'avait contacté en mode, on va faire un test. Le post est parti viral. Il m'a dit ça a cartonné, est-ce qu'on peut partir sur un deal sur plusieurs mois, plusieurs posts, machin. Bon. Du coup, là, en 2023, je me suis dit je vais faire une pause. Et en plus de ça, pour moi, Folk, c'était pas le plus problématique parce que c'est un outil sur lequel je peux capitaliser par rapport à ma ligne édito, etc., etc. Je trouvais des bons angles. En plus, à chaque fois, ça partait viral, donc ça me ramenait de l'audience, etc., etc. Mais ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque ce petit truc. Et donc, pour finir cette boucle sur influenceur entrepreneur, toi, qui commence à faire des deals avec des marques, etc., etc. Il y a aussi ce sujet de, c'est pas ça ton business, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, tu vois, le truc, c'est, quand tu disais c'est des campagnes hyper rentables, voilà, c'est hyper rentable des deux côtés. C'est-à-dire que, moi, pour être honnête, je veux dire, j'ai une audience de 20 et quelques mille personnes sur LinkedIn. J'ai chopé, je sais pas, je crois à peu près 20 000 € sur l'année 2022. Enfin, franchement, faites de l'influence LinkedIn. Vu l'effort que ça m'a demandé, enfin, tu vois, d'un point de vue le ROI de mon temps passé, du nombre de posts que j'ai fait, etc., et de à quel point ça a saoulé mon audience, la rentabilité, tu peux pas tester, tu vois. Donc, mais à un moment donné, j'ai aussi décidé d'arrêter parce que je me disais, tu vois, la limite, elle est floue entre Jordan, le gars qui fait de l'influence, des posts sponsors, etc., le créateur de contenu, et non, il est entrepreneur, il a un bulldozer, blablabla. Toi, moi, ça m'intéresse de savoir pour toi. La question précise est sur quoi ?
comment toi tu vis le truc. Est-ce que toi, vu que tu commences en plus à faire de la sponsor pour YouTube, etc., comment toi tu te positionnes? Alors, le point le plus important, tu l'as rappelé, c'est que c'est pas mon business model principal. Il faut toujours s'en rappeler. Ça veut dire qu'à choisir entre produire un bon contenu et produire un contenu moyen mais sponsorisé, je vais toujours choisir le bon contenu. Ouais. Même s'il n'est pas sponsorisé. Mais donc ça veut dire que d'abord, ce que je vais chercher à faire, c'est prendre les contenus que j'ai déjà produits et voir qui peut être intéressant de les sponsoriser. C'est ce que je suis en train de faire, tu vois, sur les boutiques e-commerce, sur Enlève tes chaussures, etc. On n'a pas encore trouvé les gens avec lesquels on allait faire. Mais on commence par ça. Et si jamais j'en viens à faire un contenu dédié pour quelqu'un, je pense principalement sur YouTube, il faut que ce soit très rentable. Parce qu'en fait, moi, ma vision avec tout ça, parce que l'argent des sponsoring ne va pas sur mon compte perso, il va sur le compte Kudak, c'est que ça me permet, en tant qu'agence, d'avoir un coût d'acquisition négatif. Et ça, c'est de la balle. Ça veut dire que si je peux me faire payer pour faire mes contenus, qui est aujourd'hui mon principal levier d'acquisition, donc ma dépense marketing, qui me coûte, tu vois, mon équipe contenu, ça me coûte entre 15 et 18 000 par mois, je crois que ça fait 18 000 là, tout chargé. Bah, ce truc-là, si je peux me le faire rembourser, tu vois, en 2 partenariats, c'est remboursé, quoi. Donc ça fait que je suis à zéro. Après, j'ai mes sales à payer, etc. Et donc je le vois vraiment comme un mode, la business unit contenu chez moi, je dois la faire grossir le plus haut possible pour en fait créer de l'EBITDA sur ma marque. Et c'est dans ce cadre-là que j'accepte ou pas des partenariats. Et donc moi, le truc que je fais, c'est que comme c'est pas mon business model principal, c'est pas mal aussi, parce que ça me permet de négocier les tarots que je veux, parce que sinon, bah, je le fais pas, je m'en fous, j'ai pas besoin de ça pour gagner ma croûte. Et donc, ce que j'ai fait là, c'est que par exemple pour les derniers partenaires, c'est que j'ai pris, je sais pas, les 30 services que j'utilisais. Donc dedans, tu vois, j'ai même pas contacté Folk d'ailleurs, putain, mais c'est parce que je suis utilisateur trop récent. Mais genre, il y avait Penny Lane, il y avait Payfit qui a sponsorisé un Road to 10 million là, qui va sortir ce soir. Ok. Énorme. Et donc je suis allé chercher les produits que j'utilisais, je leur ai dit est-ce que ça vous intéresse d'être présent dedans, et on a trouvé des trucs. Et ce qui est pas mal, c'est que moi je peux faire des trucs en multicanal, vu que j'ai TikTok, LinkedIn et tout, donc je peux faire des packages qui sont assez sympas. Et donc je vois ça comme un outil de rentabilisation de mon réacteur d'acquisition, qui est mon réacteur contenu. C'est tout. Pas une façon de m'enrichir personnellement. Je sais pas si ça répond à ta question. Pas tout à fait. Continue donc. Je comprends la logique qu'il y a derrière, la logique business qu'il y a derrière. Mais en fait, moi, ma question, elle porte plutôt sur le fait que ton message... En fait, ce qui attire ton lead, c'est un message particulier, tu vois. Ce qui va venir attirer des leads pour Kudak, c'est un message particulier, c'est une compétence particulière que tu as. Et en fait, ce message, il est brouillé par la présence d'une marque qui est venue te sponsoriser. Est-ce que tu trouves que 100% des partenariats brouillent le message ? Non, mais c'est aussi l'objet de la question. Ok. C'est aussi l'objet. Je peux de... te répondre de façon assez sûre que je n'accepterai jamais un partenariat qui brouille mon message. Et puis je pense pas qu'un salut, cette vidéo est sponsorisée par Payfit que j'utilise à telle et telle égard, de telle façon, 30 secondes au début de la vidéo. Ouais. Derrière, enfin le bénéfice pour moi en termes de rentrée d'argent pour Kudak est bien supérieur au potentiel 5% des gens qui vont. Je sais pas, et s'il y a des gens vraiment qui se barrent quand ils voient un sponsoring, non, t'avances la vidéo, tu passes. Parce que là, tu penses YouTube. Je pense YouTube. Mais ouais, moi je pense pas. J'ai pas fait beaucoup de sponsoring LinkedIn. Enfin, qui sont pas des relais, parce que moi, du coup, dans mes packages d'influenceurs qui datent d'il y a absolument une semaine. Donc c'est vraiment un truc très installé, tu vois, chez nous. Il y a genre un relais sur LinkedIn, une façon plus ou moins de dire ce que j'ai raconté dans la vidéo YouTube. Ouais. Ok. Donc là, ça va très bien dans le relais simplement de la vidéo YouTube que je fais dans tous les cas. Et je dis en plus, cette vidéo est sponsorisée par tel truc. Mais c'est vrai que LinkedIn, c'est un autre sujet que j'ai pas encore trop écumé. Ouais, tu vois, moi, naturellement, je me pose des questions pour... tu vois, c'est aussi pour ça que ça m'intéresse ton retour d'expérience, parce que d'un point de vue stratégie de contenu, etc., tu es bien plus avancé que moi. Mais aujourd'hui, moi, mon audience principale, elle est sur LinkedIn. Donc moi, c'est vrai que généralement, aujourd'hui, quand je pense partenariat avec des marques, pour mon cas personnel, je pense LinkedIn, parce que c'est mon plus gros levier. Aujourd'hui, sur YouTube, enfin, je veux dire, c'est pas avec mes 1500 abonnés que je vais dire « Ah, yeah, je peux te faire un truc sponsor, tu vois. » Donc... T'es sûr ? Ah, j'ai pas testé. Il y a personne sur notre thématique, Jordan. Tu vas te rendre compte rapidement que tu peux valoriser ça, mais... Des kilotonnes. Le milliard. Le milliard. Non mais ouais, c'est vrai que j'ai pas testé. Faudrait que je vois. Mais bon, vu l'audience que tu as sur YouTube, ça me paraît déjà beaucoup plus logique que toi, de ton côté, tu puisses commencer à sponsoriser des trucs. Enfin bref. Ouais. Je propose qu'on ferme la parenthèse influenceur, entrepreneur. J'ai envie qu'on aborde d'autres sujets. Avant de faire l'épisode, on était en train de discuter des erreurs un peu naïves qu'on faisait en tant qu'entrepreneur, et notamment les erreurs qu'on appelle naïves parce que tout le monde te dit que tu vas faire cette erreur et puis tu tombes quand même en plein dedans. Moi, ça m'intéresse de savoir par rapport à ta carrière entrepreneuriale,
est-ce que tu es capable de donner un peu des grandes étapes qui sont un peu des grands moments d'apprentissage où tu as eu le sentiment que, putain, j'ai cru ce truc-là pendant 6 mois, et en fait, là, je viens d'avoir le déclic, c'est pas comme ça que ça se passe, et en fait, hop, tu es rentré dans une nouvelle phase. Si tu devais un peu catégoriser des phases par lesquelles tu es passé. Ouais, alors je pense que c'est certainement un raisonnement a posteriori, mais j'ai l'impression que beaucoup des phases de mes apprentissages chez Kudak suivent un peu enfin, genre le funnel art, tu vois. C'est simplement de croire que c'était la première lettre qui t'apportait de la croissance, puis ensuite découvrir qu'il y avait une lettre derrière, puis une autre, puis une autre, puis une autre, alors tu connaissais très bien le framework depuis le démarrage. Ouais. Donc, déjà là, je suis d'accord avec toi. Enfin, déjà là, je suis tellement d'accord. donc tout le monde te dit, une agence, c'est basé sur de la rétention, etc. Je le savais depuis le démarrage, et au démarrage, il faut trouver les premiers clients. Donc nous, ce qui a été rapide avec Kodak, c'est qu'on a rapidement craqué l'acquisition, sur LinkedIn principalement, Ouais. en contenu, etc. Et donc on s'est dit, on avait une telle croissance avec ce truc-là que les concurrents n'avaient pas, on s'est dit c'est bon, on est roi du pétrole. Donc nécessairement, après on s'est rendu compte que les gens restaient pas, qu'on n'attirait pas que les bonnes personnes, donc des petites marques, ou alors des marques qui n'étaient pas forcément de notre cœur de métier qu'on connaissait pas à l'époque, tu vois, on savait pas qu'on était expert en e-commerce et startup B2C, ce truc, on n'était pas au courant, donc on a pris plein d'autres personnes avant de s'en rendre compte. Et donc là on est passé. Tout le monde passe par là. Voilà. Et c'est obligé. Et je peux le dire à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, vous allez essayer de vous dire non, tranquille, il faut que j'aille doucement, rétention, etc. Vous allez quand même faire tomber dedans parce que c'est tout. Et moi, je le savais, j'ai fait la même erreur avec Bulldozer. Tu vois. C'est la même chose. C'est normal. Mais faut pas. Moi, je suis en train de me dire limite, c'est une erreur que tout le monde fait. Est-ce qu'il faut vraiment recommander aux gens de pas la faire? Ah non, vraiment pas. Je pense qu'il faut limite faites-la vite, tu vois. Puis en fait, tu as une logique, tu peux pas empêcher quelque chose qui est une logique purement business de faut quand même faire rentrer du cash. Ouais. Et donc au début, tu prends ce qu'il y a à prendre. Et au fur et à mesure, quand tu vois que tu n'es plus du tout dans une logique de cash ou que tu n'es plus dans l'insécurité, parce qu'il y a quand même ce sujet-là de je suis plus dans l'insécurité de j'ai besoin de valider le fait que j'allais être en mesure d'acquérir des clients. Une fois que tu passes un peu ce stade de l'insécurité, du coup, tu commences à te dire non mais attends, dans quoi est-ce que je suis vraiment bon? Où est-ce que mes clients ils kiffent vraiment? Qu'est-ce que moi je prends plaisir à faire, etc. Et c'est là où en fait tu te mets à... C'est ça. Et qu'est-ce que je sais pas faire surtout aussi. Oui. Donc première partie acquisition. Sur la partie activation, bon, moi c'est ce que j'assimile plus ou moins à avoir un bon produit. C'est le aha moment, c'est ça qu'ils disent. Totalement. C'est là où on s'est rendu compte qu'en fait il suffisait pas de. Enfin déjà tu peux avoir ça veut pas dire avoir la même chose avoir un bon produit quand tu es tout seul, quand tu es deux, que quand tu es 10 personnes. Après tu dois apporter de la cohérence à tous les clients que tu sers, et donc tu te rends compte qu'en fait tu arrivais très bien sur cette seconde partie au début. Et quand tu grossis, tu as une personne qui est moins bonne et qui fait pas la même chose que telle autre personne. Donc tu as deux clients qui sont censés recevoir le même service, un qui est content, un qui est pas content. Et pourtant ils font plus ou moins la même chose. Donc tu dois corriger évidemment tous ces trucs-là, te demander c'est quoi le truc qu'ils n'ont pas bien fait, parce que ça a merdé, et donc plus ou moins commencer à standardiser ton service. C'est là où la notion de process arrive souvent. J'ai mis beaucoup de temps à me mettre dedans parce que je déteste ça. Ah ouais, t'aimes pas? Je déteste. C'est infernal. Heureusement, j'ai un cofondateur qui s'appelle Paul, que j'embrasse, qui est très bon là-dessus. Je suis très content de l'avoir trouvé. Donc ça, c'est le second, le A. Ensuite vient au R. Le premier, c'est rétention, me semble-t-il. Alors là, putain, rétention, c'est là où tu te rends compte, putain, que c'est une affaire de... C'est un truc contre-intuitif de se rendre compte que c'est pas la qualité d'un service qui fait la rétention. À deux services égaux, t'en as un qui a parfois x2 la rétention, mais il n'est pas 2 fois meilleur. Et tu te rends compte, et tu commences à découvrir ce que ça veut dire que de garder un client. Et donc c'est très rare de continuer à bosser longtemps avec quelqu'un pour lequel tu n'as pas d'affect. Ça ne veut pas dire qu'il y a de l'affect dans toutes les relations, mais tu dois plus ou moins trouver une façon dans ton service de créer de l'affect avec quelqu'un, donc de lead to personnel. Donc nous, c'est un truc qu'on a standardisé, enfin du moins c'est un focus qu'on recommande, parce qu'évidemment c'est difficilement standardisable ce truc-là. J'allais te dire, mais comment est-ce que tu fais une chose pareille? mais par exemple, on fait des trucs, on n'hésite pas à changer des performance managers, donc c'est le nom qu'on donne aux gens, si jamais ils ne s'entendent pas avec les personnes avec lesquelles ils bossent. C'est un truc qu'on fait beaucoup plus vite maintenant, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un facteur de churn à terme important. Donc on note autant la performance que tu apportes que les tutos personnels que tu crées avec le client, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de le garder 1, 2, 3, 4 ans. Et on sait qu'il va finir par se barrer s'il n'y en a pas. Parce qu'il va trouver quelqu'un qui va lui enfiler à côté sinon. Je peux te donner une anecdote pile sur ce moment. Vas-y. Parce que je sais que tu t'entends très bien avec Damien. Bon, hein. Ah. Et Damien, c'est le meilleur exemple pour illustrer cette... je sais pas ce que tu vas dire, mais Damien, c'est vraiment... Tu vois, donc là en fait, j'étais déjà en train de sourire parce que je savais que tu allais comprendre. Et donc, en fait, Damien, salut. Damien, salut. Damien était client de Germinal. Ouais. Et c'était moi, au début, le performance manager. Et je m'entendais trop bien avec Damien.
On s'entendait trop bien. Et franchement, super relation. On bossait super bien ensemble, etc. Et on se vannait un peu et tout, tu vois. Vraiment super relation, quoi, tu vois. Et puis après, moi, j'ai changé de poste. Chez Germinal, je suis passé CMO. Et donc, il a changé de performance manager. Et là, ça allait plus. Et ça allait plus une fois. Et ça allait pas 2 fois. Et puis après, il est parti. Ouais, c'est à ce moment-là où il est arrivé chez nous. Hein, donc, Exactement. Et donc, en fait, le truc, c'est que moi, il m'écrivait. Il me disait, Jordan, tu fais chier. Tu fais chier, pourquoi t'as pris ce putain de poste de CMO, tu vois. Et donc, oui, en fait, c'est vraiment un truc de fou comme le côté interpersonnel, la relation, elle est hyper importante, quoi. bah, c'est ouf. Et tu vois, si Damien est avec nous maintenant, ça fait bientôt 2 ans. Bah, c'est parce que pile poil suite à Germinal. oui, c'est parce qu'il a créé un bête d'intuito personnel avec Paul, bah, du coup, c'est la personne dont je te parlais avant. Où vraiment, et c'est en fait, le truc, c'est poursuivi. C'est naturellement, tu vois, bah, c'est la première personne avec laquelle on a enregistré un épisode dans Lève tes chaussures, Damien. Je suis investisseur dans sa boîte maintenant aussi. C'est des trucs qui se font naturellement. Et je ne l'ai pas écrit sur un papier, tu dois devenir investisseur. Et c'est, en fait, c'est pour ça que c'est très dur. Tu sais que tu en as besoin, mais tu sais que c'est un truc, plus tu essaies de le forcer, moins tu vas réussir à en faire. Complètement. Donc tu peux juste prendre acte d'une situation, de telle personne s'entend bien avec telle personne, bon, bah, écoute, ça marche pas, vas-y, j'essaie de changer, etc. Et tu fais de ton mieux pour essayer d'avoir un truc un peu cohérent. On en était au 3e R. Au R. Ouais. Il en reste 2. Il reste Referral. Alors, ça, c'est le truc qui a buté mon mythe de tu peux construire une boîte avec LinkedIn. Uniquement avec LinkedIn. Parce que c'est des calculs très simples. C'est que ça te prend un certain effort d'écrire un post et donc de trouver à terme un client avec LinkedIn. Tandis que ça te prend beaucoup moins d'efforts d'avoir un client qui va lui-même parler de toi à quelqu'un. Et donc, en fait, ça reste exponentiel, faire du contenu. C'est-à-dire que le post que j'écris aujourd'hui et le post que j'écris dans 1 an me prendra le même temps, mais il va potentiellement toucher 2, 3, 4 fois les personnes dans 1 an. Et par contre, le referral, c'est-à-dire que si tu as 10% de tes clients qui parlent à une personne chaque mois, chaque fois que ton portefeuille grossit, tu te fais une force de vente que tu n'as pas besoin de payer supplémentaire. Tu donnes des incentives. Et là, j'ai compris qu'en fait, les meilleures boîtes, c'est celles qui ont du bouche-oreille, parce que tu ne peux pas avoir de bouche-oreille si ton service est de la merde. Oui. Et on se rendait compte, nous, la première année, on n'avait quasiment pas de bouche-oreille. Parce qu'on avait craqué l'acquisition, mais on n'avait pas le truc derrière. Et donc, tu peux avoir 2 boîtes qui font exactement le même CA. Oui. Tu peux te dire où l'une et l'autre vont être dans 3 ans, selon le bouche-oreille. Donc, c'est pour ça, nous, maintenant, c'est en train de devenir, tu vois, une de nos métriques qu'on regarde le plus. C'est quelle part de notre portefeuille nous a déjà référé quelqu'un, naturellement, sans qu'on ait eu à forcer le truc. Et donc, on est en train de standardiser ce truc-là, filer des incentives et tout, et d'avoir un bon programme bien clean. Parce que tu auras beau filer les réductions à 10%, etc. Si la personne n'est pas contente, donc s'il n'y a pas d'intuito personnel et si le service n'est pas quali, ça ne vient pas. C'est référent. Et ensuite, le revenu, ça vient tout seul. Et donc là, c'est pour ça que nous, on fait plusieurs agents spécialisés, on en reparlera. Ouais. Et c'est parce que derrière, une personne qui a passé les 4 premières étapes, en fait, elle est avec son portefeuille comme ça, genre j'ai bien kiffé le premier, tu peux me trouver d'autres personnes comme ça, s'il te plaît? Non, et puis c'est surtout que, en fait, trouver un bon partenaire, c'est très compliqué. C'est horrible. Et donc, en fait, le truc, c'est qu'une fois que tu as trouvé le bon partenaire, après, tu te dis, non, mais comment est-ce que je fais pour capitaliser, etc., etc. Et donc, généralement, c'est, ah putain, tu connais pas une agence qui serait capable de machin, nan, nan. Mais du coup, si toi, tu te rends compte que, en effet, c'est tout le temps les mêmes besoins qui reviennent, pourquoi est-ce que je créerais pas mon agence de ce truc-là, en fait, tu vois? Donc, ouais, je comprends totalement. Je trouve ça parfait, ce que tu as décrit là, le art, parce que j'ai l'impression que c'est exactement les étapes qu'on est en train de vivre côté Bulldozer. Enfin, vraiment, je trouve ça nickel que tu parles de ça, parce qu'effectivement, au début, faut que tu craques l'acquisition parce que tu as besoin de valider le marché. L'activation, c'était quoi déjà le sujet de l'activation? Avoir un bon produit. Oui, voilà, avoir un bon produit, rétention et activation et rétention, généralement ça va ensemble. Et nous, on sent qu'en ce moment, on est là, on est sur ce sujet-là. Pourquoi? Parce que, et tu vois, c'est là où je te disais qu'on avait fait des erreurs un peu naïves. Nous, une erreur assez naïve qu'on a fait, c'est étant donné qu'on est un collectif de freelance, en fait, toutes les personnes avec qui on travaille, toutes les personnes qui font partie de Bulldozer, en fait, ont déjà leur propre process. Parce que ils gèrent leur vie, ils ont automatisé une partie de leur travail, ils ont machin pour développer leur business de manière propre. Et donc, nous, on s'est dit, c'est génial en fait, tu vois, chacun va venir avec ses petits process, chaque client aura une expérience qui sera d'une certaine manière unique, c'est-à-dire que selon l'équipe avec laquelle tu travailles, en fait, tu pourras voir la personnalité des gens avec qui tu as travaillé, qui sera derrière, etc., etc.
Et en fait, on se rend compte que c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, on est en train de se rendre compte que déjà, là où on s'imaginait qu'en venant travailler avec nous, nos clients allaient pas se... En fait, on pensait que les clients allaient pas se dire « je travaille avec Bulldozer », ils allaient se dire « je travaille avec telle et telle personne qui font partie de Bulldozer ». Et en fait, non. Les gens disent « je travaille avec Bulldozer ». Et donc, ils attendent le process Bulldozer. Ils attendent, tu vois, ce truc. Et je pense que c'est parce que c'est aujourd'hui l'alternative au modèle des agences. Et que les agences, il y a les process et les machins. Et quand tu te dis, je travaille avec Kudak, tu vois. Et donc, étant donné qu'en fait, c'est l'alternative parfaite à ce modèle d'agence, tu peux quand même, t'es quand même obligé de te dire, j'achète la Presta Bulldozer, le process Bulldozer, etc., etc. Même si à la fin, les gens font pas partie de la team. Et du coup, nous, là, on est pile poil dans cette étape de, OK, c'est quoi le process Bulldozer ? Et donc, là où c'est plutôt cool, c'est que vu que plein de gens ont des process un peu propres, par contre, on peut se dire, OK, le client, il a adoré ce process-là, que t'as toi. Tu veux bien nous expliquer, on voit comment on peut l'intégrer dans un truc un peu plus global, etc. Tu vois ce truc-là ? Je vois ce truc. C'est étrangement similaire à ce que fait une agence, en fait. Mais oui, et en fait, c'est exactement pareil. C'est la même chose, ouais. Mais c'est exactement pareil, mais là où on s'est un peu fait avoir, c'est sur ce truc de... En fait, le modèle de collectif est complètement... Tu vois, c'est vraiment un truc qui a des particularités vraiment différentes d'une agence. Non, en fait, la particularité du modèle de collectif, c'est les talents auxquels tu as accès. Et c'est tout. Tu vois, c'est-à-dire que les gens, ils sont freelance. Du coup, si tu as un besoin hyper particulier, je te donne un exemple. L'année dernière, on a bossé pour une appli mobile. Il y avait un besoin de CRM mobile. Tu vois, très précis. Bon, dans Bulldozer, il y a un expert CRM mobile. Il a travaillé une seule fois, il a fait une seule mission pour Bulldozer. Mais en fait, hey Alex, on a un problème CRM mobile, vas-y, ça te dit, t'interviens sur la mission, etc. etc. Et ça, du coup, quand tu es en modèle agence et que les gens sont salariés, etc., etc., si t'as pas d'expert mobile, tu vois, t'es un peu coincé. Alors que nous, du coup, ça nous donne ce levier de « Ah tiens, je peux activer cette expertise hyper rapidement. » Mais en fait, c'est ça la proposition de valeur, en fait. La proposition de valeur, c'est celle-là. Et là où, effectivement, on pensait qu'il y avait une proposition de valeur supplémentaire et on se dit finalement pas tant que ça, enfin, peut-être que dans l'opérationnel, dans le fait de les créer, du coup, ça rend les choses plus simples. C'est notamment sur ce truc de process de j'achète la prestation Bulldozer, j'achète le process Bulldozer. Et là où je dis que c'est plus simple, c'est que du coup, ok, Alex, le client, il a bien kiffé ce truc-là. Comment on peut le mettre dans un process Bulldozer Ok. D'accord. Tu me dis si j'ai tort. J'ai l'impression que t'es une agence qui emploie des freelances. Oui, totalement. On n'a pas de salariés. Mais c'est exactement ça le modèle. Ok. Et donc, ce que ça te permet de faire, c'est juste de répondre à plus de besoins qu'une agence spécialiste pourrait. Ouais, de manière beaucoup plus agile, en fait. Tu vois, c'est vraiment ce truc de... Je te reprends l'exemple du CRM mobile. Hein. Ah putain, il y a une galère CRM mobile. Là, dans l'équipe, on n'a personne. Non, mais attends, mets un message dans le Slack. Hey, Alex, tu veux bien débarquer sur la mission, s'il te plaît ? Ok. Tu vois ? Et c'est ça, en fait, la force. Ok. La force, pour nous, c'est celle-là. C'est de se dire, en fait, ça nous permet de pouvoir, prendre vraiment des experts. Parce qu'en plus, il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, vu que nous, on fait du growth, mais tu vois, toi, tu as exactement le même sujet sur le côté e-commerce. Nous, par exemple, sur nos missions, on va se dire, OK, il va falloir qu'on fasse de l'outbound. Ou il va falloir qu'on fasse des landing pages. Parce qu'il y a un sujet sur les landing pages. Du coup, tu vois, à l'époque de Germinal, je te prends l'exemple de Germinal où on faisait du growth et on était aussi très généraliste au départ. En fait, le fait que les gens soient salariés, et là, du coup, ça m'intéresse aussi de savoir comment ça se passe chez Kudak, mais bon, vous êtes beaucoup, donc vous pouvez peut-être plus vous permettre d'être dans un modèle similaire au nôtre. Mais à l'époque de Germinal, où on n'était pas beaucoup, du coup, ça nécessite que tout le monde soit généraliste. Tout le monde doit intervenir sur tout. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses de l'outbound, il faut que tu fasses du Facebook Ads e-commerce, il faut que tu fasses du CRM mobile. Et donc, en fait, le truc, c'est tu as accès à une team de gens, ils ont une mentalité, c'est des grosses brutasses parce que vas-y, let's go, je vais apprendre et on va faire des trucs. Mais tu n'as pas accès à l'expert. Et nous, le modèle, du coup, il nous permet de pouvoir nous dire en fait, il te faut quoi ? Il te faut quelqu'un qui fasse des landing pages, quelqu'un qui est bon en outbound, quelqu'un qui est bon machin. Vas-y, je vais te créer ta dream team, tu vois. Je vais te mettre l'expert outbound, je vais te mettre le designer expert landing page, je vais te mettre le machin. Et ils sont tous freelance, mais en fait, c'est leur life, tu vois. Eux, leur business tous les jours, c'est de faire des landing pages et de l'outbound, etc. Donc, tu vois, ça t'amène cette expertise-là. Ok.
que je vois comme différence, c'est que toi, tu peux répondre à des besoins plus généralistes, enfin, à des genres de. En fait, moi, ce que j'ai dû faire, pourquoi j'ai pas ce problème, c'est parce qu'on est très spécialisé. En fait, moi, si t'es pas un e-commerce ou une startup B2C qui a de la place dans sa structure de coût pour faire de la pub, donc qui grossit avec de l'ads, bah, je peux pas t'aider. Ça rejoint du coup ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'au début, tu essayes un peu de faire plein de trucs et puis au fur et à mesure, tu es un peu en train de resserrer et de te spécialiser. Et c'est là où effectivement, ça règle aussi les problèmes RH. Et tu penses pas que. Moi, je suis toujours très frileux avec le fait de répondre à tout. Bah, après, nous, on s'est spécialisé B2B, tu vois. C'est une des raisons pour lesquelles on s'est spécialisé B2B. Mais même dans le B2B, tu as beaucoup de choses. Oui. Je trouve. Et j'ai le sentiment qu'en e-commerce aussi. Bah, après, il y a plein de choses. Moi, je fais pas tout. Tu vois, l'ADS en soi, c'est un truc assez cantonné et qui se. En fait, je réfléchis, tu vois. Je me dis. Parce que tu vois, pour des boîtes B2B, parfois tu fais de l'outbound en call email et parfois tu fais du Facebook Ads. Certainement, même très souvent les deux. Ouais. C'est deux expertises à part. T'as besoin de. En fait, moi, j'ai pas. Il y a un truc, c'est que j'ai pas de pluridisciplinarité dans mon équipe. J'ai pas deux personnes qui font deux choses différentes. Ouais, mais tu vois, après, dans le B2B, il y a le cas particulier de l'outbound. Ok. Tu vois, parce que tu sais, tu as vraiment ces deux catégories de inbound, outbound. Et en inbound, tu vas aussi beaucoup jouer sur des ads, etc. Des partenariats. Et après, tu as le cas particulier de l'outbound. Ok. Et tu vois, typiquement, je vais te donner un cas, et du coup, ça permet d'arriver sur le sujet du groupe Kudak et du lancement d'agence. Nous, dans nos missions, on ne fait pas de SEO. Enfin, jusqu'à maintenant. On ne faisait pas de SEO. Pourquoi ? Parce que, en fait, on fait des missions. Et d'ailleurs, c'est un gros problème de notre modèle. On fait des missions qui durent généralement 3 mois. Donc, tu as une mission pendant 3 mois. On va venir craquer ton acquise, craquer ta croissance, etc. Et après, tu as tes learnings, etc. Et du coup, très bien. Maintenant, on te refile le bébé. Tu es capable de faire ça seul. Bon. Ça, c'est notre offre. Voilà. Sauf que, une fois qu'on a terminé ces missions, et c'est là où intervient justement le sujet de bah ouais, mais du coup, je vois que les Facebook Ads ça cartonne. Du coup, je fais appel à qui pour faire des Facebook Ads tu vois et donc, typiquement, il y a le sujet du SEO où nous, globalement, on valide des choses en SIA parce qu'en 3 mois, faire du SEO, tu vois, c'est un peu la galère. Donc, on valide des choses en SIA. Voilà, on valide en fait l'appétence qu'il peut y avoir sur du SEO. Et derrière, du coup, on est en mesure de te dire bah franchement, Théo, tu devrais investir dans le SEO, quoi. Ok, mais du coup, on fait appel à qui ? Et tu vois, c'est là où nous, du coup, on commence à rentrer dans un système où on se dit, en fait, on est tout le temps en train de recommander les mêmes choses. On est tout le temps en train de... En fait, il y a une recommandation qui vient souvent, c'est le SEO. Il y a une reco qui vient souvent, c'est le contenu. Il y a une reco qui vient souvent, c'est les ads. Et si on crée des collectifs dédiés, tu vois ? Ok. J'ai une question sur. Il me semble que Germinal, à un moment, avait essayé de faire une agence, non ? Et oui, et son premier client, c'était Damien. D'accord. Et pourquoi ça n'a pas marché ? Parce que, en fait, c'est le problème de l'agence Frankenstein. Tu vois, en fait, on a un modèle, on a une offre, tous les process sont faits pour que ça rentre là-dedans. Et puis, en fait, on va créer une autre agence, mais en utilisant les ressources qui bossent aussi sur les offres initiales. Et donc, en gros, là, ton explication, c'est de te dire ça va fonctionner cette fois parce que ça va être un collectif à part qui va gérer le truc. Parce que business model différent, parce que compétences spécifiques, parce que etc., tu vois, offre dédiée. Ok. Et en fait, moi, ce que je comprends pas bien, c'est pourquoi est-ce qu'une personne qui est capable de faire une mission commando là de 3 mois sur du Facebook Ads est pas capable d'ailleurs de gérer, je sais pas, 3 jours par mois. Alors, si effectivement le sujet c'est juste du media buying, par exemple, moi je vais te dire, franchement, continue de bosser avec le free qui fait partie qui a fait ta mission en fait. Ouais. T'as eu un bon fit avec, etc. Mais là où, et c'est pas toi qui vas me dire le contraire, aujourd'hui les ads, c'est quand même une combinaison de pas mal de choses. C'est-à-dire que tu as à la fois du media buying, mais tu as le copywriting, tu as tout ce qui est créa, et la créa est une grosse partie. Et c'est là où en fait le truc c'est que une personne peut pas tout faire. Peut pas te faire de la créa, peut pas te faire tes vidéos, peut pas te faire tes créas, peut pas te faire etc. Et c'est là où le modèle de collectif typiquement sur les ads il est intéressant. Parce que du coup, tu es en mesure de créer des équipes. Tu es capable de créer des équipes. Et nous, c'est ça notre proposition de valeur. Tu vois, c'est de se dire, en fait, si un free, il était capable de faire le travail, nous, on va te recommander quelqu'un du collectif. Ok. Par contre, nous, la force, c'est la combinaison des trucs. Tu vois l'approche ? Et par exemple, sur le SEO, sur le SEO, tu as une partie technique, tu as une partie rédactionnelle, tu as une partie netlinking. Et là aussi, tu vois, faire des équipes, ça peut faire sens.
Bah, ouais, ça me semble assez similaire. Pour moi, c'est exactement la même chose que ce qu'on fait avec des agences spécialisées. Hein. Ça reste, sauf que toi, tu as des gens, moi j'ai des agences. Ouais. Et ouais, bah, j'y crois beaucoup dans ce modèle. De toute façon, ce que tu décris sur les ads, nous, c'est ce qu'on a déjà intégré avec Kudak et le labo. Quoi. Donc toi, là, aujourd'hui, c'est quoi le plan de développement sur cette partie groupe? Mais, en gros, tu as plusieurs choses. Les trucs qu'on a découverts, c'est que les assets qu'on avait créés avec Kudak, ils étaient finalement assez peu liés avec notre expertise de base qui était l'ADS. La première chose, c'est que nos canaux de distribution du contenu, donc ma chaîne YouTube, LinkedIn, les LinkedIn de toute l'équipe, ne sont pas suivis que par des gens qui aiment l'ADS, sont suivis par des gens qui aiment le growth, le marketing, etc. Ouais. Et donc typiquement des gens qui pourraient bénéficier d'autres expertises que celles qu'on a. C'est la première chose. Donc en fait, on a un canal de distribution qui peut se réutiliser sur plein de choses. Et on l'a déjà prouvé parce que ça a marché sur Linker, tu vois, qu'on a relancé. Ouais. La seconde chose, c'est que la culture de boîte qu'on a créée, donc le remote, les valeurs, le système de règles, etc., tous les trucs qui peuvent sembler un peu bullshit avant que tu les aies expérimentés vraiment en étant chez nous. Ça c'est les trucs naïfs, tu sais, où ouais. tu te dis, non, mais la culture, c'est bullshit. Puis le jour où tu es confronté à un problème et que tu découvres, tu te dis, putain, mais c'est pour ça que tout le monde en parle. Mais oui, vraiment, c'est ça. Et nous, c'est pour ça qu'on rencontre plein. Je pense que tu as plein de problèmes que quand je parle avec des potes entrepreneurs, je comprends pas. C'est parce qu'en fait, moi, souvent, la culture me les gomme ou alors m'éjecte les éléments qui posent les problèmes. Et nous, tu vois, on a ce problème par contre. Ouais. C'est l'avantage de l'agence. C'est comment tu crées une culture dans un collectif. Alors, c'est pour ça que j'avais eu Olivier dans mon podcast, parce que je lui disais, mais moi j'ai cette galère-là, quoi. Comment je fais? Ouais. Je pense que ça peut vivre, c'est juste peut-être un petit peu différent. Il faudrait prendre des exemples de collectifs. Je n'ai pas écouté l'épisode avec Olivier, il faudrait que j'aille me l'écouter. Non, mais globalement, c'est un peu les mêmes sujets que côté agence, etc., etc. Lui, en fait, il est convaincu d'une chose, c'est que c'est pas parce que tu es un indépendant que tu peux pas te sentir vivre dans une culture. Ouais. Ou de par le fait qu'il peut y avoir cet aspect communautaire, tu vois. Et une communauté, ça a une culture. Et je suis très intéressé par la réponse, parce qu'en plus, moi, ce que je vais créer, ça va être un collectif, mais d'agences. Ouais. Donc, finalement, je pense que je vais me rendre compte à terme qu'il va y avoir certaines des valeurs qui vont devoir être pimpées selon tu vois, une agence Shopify, peut-être pas besoin de la même culture qu'une agence ads. Mais je suis convaincu que le socle qu'on a construit, c'est un socle qui est bon pas pour les ads, mais pour le service. Donc, tu as ce truc-là. Oui, 100% d'accord. Et donc ensuite derrière ça répond, donc ça c'est la seconde chose, et tout ça a vocation à créer, c'est qu'une fois qu'un client est content chez toi, pour faire grossir ton agence c'est très simple, tu as 3 variables, tu as ton nombre de clients, ton panier moyen et le temps où il reste chez toi. Moi ce que je vais faire grossir c'est le panier moyen. Et le panier moyen, je peux te faire augmenter ton budget ads, mais voilà, il y a un moment il y a des limites de rentabilité, etc. Oui. Ce qui peut être plus intéressant c'est d'aller choper d'autres problématiques que tu as et pour te proposer un partenaire qui répond à peu près comme la première personne a répondu à ta problématique. Donc c'est pour ça qu'on veut, quand on cherche des agences, on cherche deux choses. On cherche soit des trucs qui sont déjà des problématiques que rencontrent nos clients existants. Donc là, tu vas avoir tout ce qui est Shopify, optimisation du taux de conversion, le SEO, tout ça, c'est des trucs qu'on n'a pas encore, hein, mais qu'il va falloir, on va devoir y arriver un moment. Et donc parce que ça va pouvoir s'upsell facilement à des clients, si on est bon. Ou autre chose, c'est des choses qui sont cohérentes d'un point de vue communication. Donc Linker, par exemple, c'est pas un truc qui touche les e-commerçants. Linker, c'est de la marque personnelle pour les CEO. Donc du ghostwriting et du ghost thinking. J'ai appris ce mot il n'y a pas longtemps, je l'aime beaucoup. Oh waouh. Ça veut dire que tu réfléchis pour les gens et tout. Alors, tu réfléchis pour les gens, t'aides les gens à réfléchir, c'est mieux, comme ça. J'ai lu dans un bouquin hier qui s'appelle Snow Leopard, qui vient de sortir, que je trouve super, par Catégorie Pirates, qui t'explique comment être un léopard des neiges parmi les léopards. Voilà. Je disais quoi avant ça Donc il faut qu'il y ait une cohérence avec la communication. Et donc c'est pour ça que Linker ça peut être cohérent. Qu'est-ce qui pourrait être cohérent, tu vois, c'est cohérent notamment vis-à-vis de toi. Parce que voilà, j'ai poncé LinkedIn, j'ai montré que ça fonctionnait. On pourrait faire une agence YouTube. Pour lancer des gens sur YouTube, ça serait logique. Une agence de... tu vois, Linker est en train beaucoup là d'avoir maintenant on a un pool de talents, ce que je te disais, on signe des talents B2B qu'on va pouvoir derrière en fait aider à mieux, on va les aider à mieux monétiser leur communauté parce qu'on a tous les annonceurs qui sont dans notre portefeuille. Et donc ça c'est un truc sur lequel on peut être assez légitime parce qu'on a fait grossir des gens, j'ai un compte qui a déjà pas mal poussé, c'est un truc qu'on peut faire bénéficier à d'autres personnes. Et donc c'est ces deux critères-là qu'on va rajouter, qui vont créer un genre d'écosystème où les gens s'envoient des clients. Et ce qui est difficile dans ce modèle-là, et je pense que tu auras exactement la même problématique sur les collectifs, c'est pas si simple que ça que de s'envoyer des clients entre les entités. Tu penses que juste parce qu'il a un besoin, tiens, il va travailler avec telle personne. En fait, le process doit être lubrifié comme jamais. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait l'incentive, le mec content, le bon moment, etc., la bonne personne présentée. Et c'est un truc qu'on n'a pas encore craqué. Donc moi, c'est mon sujet du moment. Ok. Bon, moi, je t'en ai parlé avant sur le fait qu'on réfléchit aussi à ces sujets d'incentive, sur comment on peut pousser les gens à s'amener du business, etc., etc. Moi, du coup, sur ce sujet groupe aussi, il y a un truc qui m'intéresse. Bon, et du coup, parenthèse, mais je suis 100% d'accord avec toi parce que c'est de par le même
le même type de diagnostic qu'on en arrive au même type de décision. Sur le sujet d'identifier... Alors, identifier les sujets, c'est pas très compliqué. Parce que, en fait, tu vois bien tout ce qui peut compléter l'écosystème que tu es déjà en train de créer. Par contre, identifier les bonnes personnes pour gérer ça. Ouais. Donc, moi j'ai une question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, parce que tu vois, Linker, t'as identifié limite le business dans sa totalité, c'est-à-dire le business plus le CEO, ils étaient déjà ensemble, tu les as pris. Sur le labo, du coup, ça c'est vous qui l'avez créé de zéro. Et du coup, là, aujourd'hui, tu es dans quelle logique? Est-ce que tu te dis, ah tiens, je vais identifier le petit freelance ou le petit CEO qui est tout seul et qui est un peu en train de faire son petit truc dans son coin, et je trouve ça assez intéressant, et du coup, je vais lui dire, hey, salut. Ou alors, est-ce que tu te dis, non, en fait, un peu comme un startup studio, tu as les idées et ensuite tu viens prendre... Non, en fait, moi, je prends directement les fondateurs et les idées, souvent ils arrivent ensemble, en inbound, et quand j'en vois un qui arrive, je vais benchmarker, je vais en chercher 15 autres pareils, et je regarde un peu s'il est bon. Meilleur moyen de savoir. Et donc Mais du coup, tu as des gens qui te contactent, j'en ai beaucoup, ouais. qui te disent, ouais, j'aimerais bien monter une agence avec toi. Moi, c'est que comme ça que j'ai trouvé les gens. C'est vrai? Ouais. Ah, je suis choqué. Bah, suffit de le dire un peu plus fort. Tu le dis pas assez fort, Jordan. Non, mais moi aujourd'hui, je l'ai pas dit. Ouais. C'est simple, c'est la première fois qu'on en Ouais. parle là, tu vois. Mais oui, c'est vrai que toi, vu que tu en as parlé, du coup, il y a des gens, ils viennent te voir en te disant, ouais, je serais chaud. Et j'en ai plein, ouais, parce que ce qui marche bien, c'est les free qui ont envie d'accélérer un peu, Oui. ou alors les bébés agents, ça veut dire. Ça veut dire que tu fais moins de 15 000 par mois, et là, on peut commencer à s'associer et faire un truc cool. Ce qui marche pas, c'est les CDI dans une boîte et qui veulent lancer leur agence. J'adorerais avoir tort là-dessus, mais pour l'instant, j'ai que des contre-exemples. Ok. Je suis allé chercher des gens de toutes les licornes. J'ai parlé à quasiment beaucoup de personnes qui étaient forts, des gros responsables, tu vois, SEO, SIA, etc. Des trucs très, très, très lourds. C'est pas du tout le bon mindset. Je m'imagine même pas essayer de faire un bout de chemin avec eux. Mais parce que c'est parce que c'est un sujet de mindset, Parce qu'en fait, le passage entrepreneurial. Ouais, s'il y a un truc qu'on a appris, c'est que tu transformes pas quelqu'un en entrepreneur, c'est à moins qu'il le veuille lui-même. Il faut quand même des gens qui aient cette volonté entrepreneuriale et qui l'aient prouvé. 100%. Vraiment. Et on a essayé de prendre des gens qui étaient en poste et qui disaient ouais, j'ai envie de me lancer, mais j'hésite un peu. Il faut pas que toi tu sois le truc qui les aide à se lancer. Il faut qu'ils soient déjà lancés et tu les aides à se rattraper, tu vois. Tu les aides à monter. Donc ça marche. Ou vraiment le truc de bon, moi je trouverais ça cool qu'on fasse ça ensemble, mais au pire, si ça marche pas, je le ferai quand même de mon côté. Alors ça, c'est absolument le truc. Faut que tu sois sûr et certain que si tu le fais pas avec eux, ils le font sans toi. Ça, c'est le meilleur truc. Parce qu'ils théoriquement, ils ont pas besoin de toi. Enfin, ils ont besoin de toi pour aller vite, mais pas autant que nécessaire. Genre, t'es pas game changer sur le fait que le truc existe ou pas. Ouais. Donc ça, c'est important. Et donc, on trouve ce genre de fondateur. Après, on fait des petites périodes de test qui durent entre 4 et 8 semaines, dans lesquelles on ne prend zéro part de zéro boîte, etc. On les pimpe, on voit comment est-ce qu'on leur fait remplir 2-3 petits docs qu'on a standardisés sur plus ou moins qu'est-ce que tu veux construire, une idée un petit peu de ton business model. Mais du coup, quand tu dis on teste... On se voit toutes les semaines. On prend les fondateurs, on dit vas-y, on fait 8 semaines ensemble. Au pire, t'as gagné du temps, on n'a rien gagné, mais on voit comment est-ce qu'on bosse. Ah oui, mais c'est vraiment en mode atelier de co-création du truc. Mais le truc est déjà créé souvent, en fait. Tu sais à peu près ce qu'ils veulent, il y a un ou deux clients. Ouais. Et on a juste besoin de capter où est-ce qu'il y a besoin de mettre un coup d'accélérateur. Tu vois, en tant que. Ce qu'on a découvert, c'est que notre rôle, Kudak avec ses nouvelles agences, c'est soit t'es l'accélérateur, soit t'es le frein. Tu peux pas être le moteur. Et donc tu dois savoir où est son domaine de travail et est-ce qu'il va dans la bonne direction. S'il va dans la bonne direction, tu as mis l'accélérateur. S'il va pas dans la bonne direction, tu mets le frein et tu le mets dans la bonne direction. Et donc du coup, sur ces 8 semaines nous permettent de voir un petit peu où est le chantier. Ce qu'on aime bien souvent, c'est les gens qui ont des expertises et qui ont un business model claqué. Ça, c'est le meilleur truc. Parce qu'en fait, ce que tu gagnes avec une association, avec Bulldozer, avec Kudak, c'est le jour où tu fais le post Kudak rachète telle boîte, ta crédibilité, elle monte. 100%. Et donc tu peux augmenter tes prix directement. 100%. Et donc c'est pour ça qu'aussi on fait très attention les agences sur lesquelles on communique et qu'on fait ces 4 à 8 semaines pour être sûr qu'on a un truc présentable. Et c'est la raison pour laquelle j'ai encore jamais parlé de ce qu'on allait lancer. Nous pareil, nous on a très peu. Hein. À part la dernière, c'est 9/16e, mais on n'en a pas refait depuis. Donc 9/16e, c'est la partie TikTok. Ouais, je me souviens. Et voilà, je crois que j'étais à peu près. Je ne sais plus c'était quoi la question de démarrage. Mais moi non plus. Non mais bon. Qu'est-ce que toi t'apportes du coup, on a dit, bon, c'est ce côté levier déjà de LinkedIn. Tu fais un post LinkedIn, tu ramènes du lead. Qu'est-ce que un fondateur, comme ça va encore plus t'amener de lead. Ça va encore plus t'amener de gens qui vont te contacter en disant, ouais, Théo, j'ai vu ce que tu as dit dans le podcast, franchement, ça m'intéresse. Qu'est-ce que toi, tu peux amener? Pourquoi, en fait, les gens, ils ont un intérêt à s'associer avec toi autre que l'image?
Enfin, qu'est-ce que toi t'apportes? J'apporte 4 trucs. Ça, j'ai dû le théoriser du coup. Je me doute à bien. force. La première chose, c'est la plus évidente, c'est des clients. Donc ça, je vais regarder mon portefeuille, qui peut bosser avec toi, ça se fera sur le temps que ça prend, parce que je te disais, c'est pas si facile que ça, donc on découvre des bons moyens de le faire. Donc première chose, du business, quoi. Donc je peux te faire augmenter ton MRR assez rapidement. Seconde chose, c'est de la crédibilité / visibilité. C'est-à-dire que même si je t'apporte pas de clients, le fait que tu sois associé avec Kudak, ce truc-là, bon, c'est le leverage, c'est un petit peu ce truc-là qui prend du temps, qui fait qu'aussi d'ailleurs, pourquoi est-ce que les agences, je vais pas dire de merde, mais les agences vieilles et moins pertinentes, mais j'ai dit déjà de merde, donc elles savent ce que je pense, continuent à avoir un monopole, c'est parce qu'elles ont l'historique et que c'est moins risqué, tu vois, genre une personne... j'ai découvert que pourquoi est-ce que les gens bossent avec Avast et Publicis tout le temps, c'est parce que tu peux pas te faire virer si tu as choisi Avast ou Bien Publicis. sûr. Et j'avais pas compris ça. Ah ouais. et je me dis, ah ok, d'accord. Et donc en fait, finalement, il y a un truc incompressible, c'est le temps. Et ça, tu peux le donner en fait à une agence. C'est comme 100%. tu peux lui allumer son feu. Donc ça, c'est la crédibilité / visibilité. Troisième chose, c'est simplement l'expérience d'avoir fait une agence et donc plus ou moins le fait de m'être pris les pieds dans le tapis sur plein de choses différentes qu'on va écrire. J'ai commencé à écrire sur un papier, mais qu'on va. Et même si ce sera écrit, il y aura quand même le faire. Et donc en fait, c'est tout ce qui va être process. Je sais globalement ce sur quoi il faut que tu taffes à quel moment. Et la quatrième chose, c'est la mutualisation de l'admin. C'est-à-dire que je vais m'occuper de te délester de toutes les choses chiantes qui te ralentissent au démarrage. Donc je fais tes factures. Quand tu as un bon discours sales et que tu l'as bien fait toi-même, j'ai une équipe sales. Exactement Ma pareil RH, que elle nous. recrute pour toi. Donc ça. Ça, c'est nous aussi, on a cet argument-là de dire, en fait, tu as une structure qui est capable de te gérer ton admin, ta finance, parce que je sais que la finance, toi aussi, tu t'es un peu pris les pieds dans le tapis. Nous aussi. Et donc, il y a les sujets finance, il y a les sujets admin, effectivement, sales, ce genre de choses. Et ça, c'est quand même un vrai plus. Enfin, c'est quand même, tu te dis, tu as quand même un levier. Ok, déjà, tous les trucs chiants sur lesquels je devais me prendre le tapis 10 fois et machin galère, bon, bah, c'est géré. Ok, trop cool. Et donc, tu regardes quoi chez un CEO? Alors, tous les CEO avec lesquels on a commencé, je les ai recrutés en 30 minutes. Vraiment, je suis pas trop... En fait, le recrutement, c'est un truc sur lequel j'ai fait passer beaucoup d'entretiens. Et je suis arrivé à un truc, c'est que j'y comprends rien, en fait. J'y comprends vraiment rien. Plus j'essaie de limiter les risques, moins j'ai des gens excellents. Donc, c'est-à-dire, j'essaie de me dire, j'ai une fiche, je vais dire, il faut que ça corresponde à ça, etc. Et tu vois, 90% des gens qui sont excellents aujourd'hui chez moi, même en CDI, c'est des gens, ça correspondait pas à la fiche de poste, c'était des trucs bizarres. Soit ils voulaient plus d'argent que ce qu'on avait à leur proposer, soit c'était pas exactement le truc. Donc j'ai accepté totalement le fait que j'y bitais rien. Et donc tout ce que je veux savoir sur ces 8 semaines de test, c'est est-ce que je m'imagine bosser avec la personne. Tu vois, est-ce que c'est une bonne addition au groupe? Est-ce que ça va être du kiff? Est-ce que je l'imagine au team building en train de prendre des shots avec moi? Tu vois, est-ce que ça va être cool? Donc pendant 4 semaines, je découvre si en plus d'être cool, ils sont bons. Et à l'issue de ça, on teste. Mais vraiment, 100% des gens, ils regardent cette vidéo, les gens avec lesquels on a commencé à monter des agences, ça n'a pas pris plus que peut-être 2 calls, tu vois, donc 2 calls de 30 minutes pour qu'ils rencontrent un autre associé, quoi. Donc honnêtement, j'aimerais bien pouvoir te donner un process. J'en ai pas. Alors du coup, je vais te partager une expérience personnelle que j'ai vécue avec eFounders. Ouais. Il y a un peu plus d'1 an, je commence à rentrer en discussion avec eFounders pour potentiellement créer une startup chez eux. Je parle à Thibaut, Elzière, et je lui dis, ouais, c'est quoi le process et tout. Et il me sort la même réponse que toi. Enfin, franchement, pas de process. Alors ça me régale que tu me dises ça, putain. Non, mais c'est pour ça que je t'en parle. J'ai dit une fois pareil que Thibaut. Oui. Oui. Et donc, en fait, il me dit, mais nous, pas de process et tout, tu vois. Enfin, franchement, à la cool, on voit s'il y a un bon fit. Ah non, j'ai pas la fin de l'histoire, attends. Ouais. Non, mais si, franchement, tu vas voir, c'est très cool. Et donc, il me dit, on va voir s'il y a un bon fit, si on a envie de bosser ensemble et tout, machin. Voilà. Le process, c'est, voilà, tu vas discuter avec les gens, on va voir comment on bosse sur le truc et tout. Voilà. Et donc, il s'avère que, pour donner un peu plus de contexte à cette histoire, en fait, ils avaient une idée d'un SaaS. Et c'est un SaaS qu'on a failli monter chez Germinal. Et j'étais le lead sur ce projet-là. Et donc, j'en parle à Rémi, que tu connais, lors d'un podcast, quand il m'invite, je lui dis, bah voilà, tentez de monter un SaaS et tout, machin. Puis Rémi, il me dit, mais eFounders, ils sont en train de monter un truc, c'est exactement ce machin-là, tu vois. Il me dit, mais il faut que je te mette en relation avec Thibaut et tout. Et donc, on commence à discuter comme ça. Et donc, ensuite, vient le process où Thibaut, il me fait une intro à son co-founder, on discute vite fait, ensuite je discute avec quelqu'un d'autre, et puis machin. Et puis il y a un moment donné où on me met en relation avec quelqu'un, et puis je sais pas, il n'y a pas un super fit. Franchement, il n'y a pas un super fit. Et puis Thibaut, il m'avait dit, tu verras, de toute façon, si on arrête de bosser ensemble, le truc va mourir de lui-même. Tu vois, c'est vraiment ce truc, c'est
à plat, quoi. Et je m'étais dit, tiens, bon, bah, je me demande comment ça se passe, du coup, tu sais, enfin, c'est tellement vague. Et puis, moi, je sais pas, il y a eu un moment donné, j'avais pas un super fit. Je sais pas, je le sentais pas. Je me disais, non, là, il y a un truc, ça colle pas, tu vois. Soufflé, on s'est plus donné de nouvelles, et du coup, il s'est rien passé. Et voilà. Et juste, bah, voilà quoi. On fait pas le truc, et puis c'est pas grave, tu vois. Chacun fait sa life, moi j'ai fait mon truc et tout. Et en fait, ce que tu es en train de me décrire, c'est un peu ça, tu vois. Et je trouve ça très organique comme façon de le faire, très oui. naturel. J'aime beaucoup. Mais si je t'en parle, c'est pour te dire que même eFounders, qui a quand même eu plus d'expérience sur la création d'entreprises, etc., Un petit peu. c'est leur façon de procéder. Donc, c'est toi, quand tu dis, ouais, j'ai vraiment testé des trucs et je me dis, j'y bite rien. Non, en fait, t'as peut-être craqué un truc. Parce que ceux qui se sont cassés la tête sur le sujet, ils arrivent à la même finalité que toi. Ben, ouais, ça, c'est assez dur quand même, je trouve, comme modèle, parce que faut accepter d'être très très honnête avec soi-même et parfois de. Totalement. Ce qui est bien sur ces 4 à 8 semaines, c'est t'as le moins de pauvre sentiment de merde que t'es pas capable de justifier. Moi, je te dis, la première promo, elle s'appelle la promo. On donne des noms aux promos. Ah ouais, la énorme. première promo, c'est la promo NASA. Donc voilà, hop, on l'a écrit avec un Z pour NASA, le rappeur, tu vois. Je trouvais ça marrant. On avait 3 personnes. Et 2 et demi qu'on fail. Il y en a une sur laquelle on est en attente, on est un peu en train de négocier là-dessus. Et c'était juste, en fait, il y a un moment, je saurais même pas t'expliquer pourquoi ça a fail, en fait. C'était juste, tu vois le soufflet que tu as décrit. Oui. Pour moi, c'est ça. C'est en fait, à un moment, tu touches, ça bouge plus. Exactement. Et c'est exactement ce que j'ai vécu avec eFounders. Il se passe rien. Alors que, tu vois, Thibaut, super fit avec lui, on a tchatché, après on avait bu un café ensemble et tout, son associé Amaury, pareil, tu vois, super fit et tout machin. Et après, quand j'ai commencé à parler avec d'autres personnes, c'est là où je me suis dit, mais je sais pas, je le sens pas. Et après, bon, il y a quand même un sujet qui est important, et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles tu disais, il faut que ce soit des gens qui soient vraiment entrepreneurs dans l'âme, c'est que moi, à ce moment-là, j'étais pas dans une insécurité entrepreneuriale. Et ce que je veux dire par j'étais pas dans une insécurité entrepreneuriale, c'est que je me disais, au pire, je fais pas ce truc-là, je m'en fous. Moi, j'ai envie de faire plein de trucs dans ma vie. Ce truc-là, ça marchera pas, je ferai autre chose. Tu vois. Ouais. Et puis, 2 mois plus tard, j'ai créé Bulldozer, tu vois. Et du coup, j'étais pas du tout dans une insécurité. Et je pense que si j'avais été dans une insécurité, je me serais accroché quand même en mode non mais y a pas un super fit mais on peut réessayer s'il vous plaît, tu vois. Tu vois ce truc parce que tu avais des options. En tout cas pas de manière peut-être pas de manière réelle, mais t'étais pas dépendant d'un truc, quoi. Exactement, je savais, tu vois, c'est pour ça que je te dis j'étais pas dans une insécurité, c'est que j'étais pas, tu vois, je me disais mais au pire c'est pas grave, tu vois. Si jamais je m'étais mis en mode c'est eFounders, c'est la prochaine $1 billion, c'est moi, tu vois, la prochaine $1 billion, tu vois, ce truc-là. En fait, je me serais accroché au truc, ça aurait été un peu foireux et tout. Et là, en fait, tu vois, c'était hyper honnête. Genre, la personne avec qui je parlais, du coup, je vais pas le citer, mais qui me dit ouais, bah ok, tu vas pas super fit ton chat, mais ça marche pas. Il dit ouais, bah je vais te mettre en relation avec machin, et puis du coup, voilà. Puis il m'a pas mis en relation, et moi j'étais en mode saisis cette chance pour ne pas les relancer, en fait. Et ils l'ont faite, la boîte, du coup ? Non. Ils l'ont pas faite. J'étais la bonne personne. Bah oui, non, mais c'est sûr. En fait, ils ont vu partir et ont fait cette idée de merde. Non, ils l'ont pas faite. Et de toute façon, là où effectivement, je pense que de toute façon, on était... Il n'y a pas eu un super fit, c'est notamment sur la vision du truc. Et voilà. Et eux, ils avaient des gros doutes sur le modèle. Moi, j'étais hyper convaincu. Mais je sais pas, il y a eu un décalage d'ambition. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, voilà. Mais du coup, bon, pour en revenir à la question de base qui était comment tu choisis tes CEO, aujourd'hui tu es capable, donc tu n'es pas capable de dire le truc qui fait que ça marche, mais par contre tu identifies tes CEO. Moi c'était un truc aussi qui m'intéressait, tu identifies tes CEO via de l'inbound, des gens qui viennent directement te voir comme ça. Ouais, alors peut-être que ça fera comme les clients qui te contactent en inbound, c'est-à-dire qu'en fait les meilleurs te contactent pas, il faut que tu ailles les chercher. Tu vas chercher des clients aujourd'hui ? Bah c'est ce que je me dis que les autres font, les autres agents, on le fait très peu. On a commencé à le faire et j'ai vraiment envie de réussir à le faire, hein, parce qu'il y a vraiment des marques avec lesquelles j'ai envie de bosser. Tu vois. Et nous aussi, on commence en se disant, en plus de ça, tu alors vois. Toi, t'es une brute en cold email en plus, qu'est-ce que tu t'attendais, gros? Bah, tu vois, en fait, il y avait ce truc de, on a de l'expertise en notre bande. On fait du gros B2B. on n'en fait pas, il y a quand même un truc, tu vois. Oui, mais le truc, encore une fois, c'est que au début, tu es pris dans la croissance. On n'a pas eu besoin de ça, tu vois, pour avoir une bonne croissance, etc. Mais sauf que là, du coup, on en vient à un truc où on commence à structurer, etc. Et tu vois, un truc qui était intéressant, c'est quand tu disais, un des gros apprentissages que tu as eu, c'est tu vas pas pouvoir faire toute la croissance de ta boîte sur LinkedIn. Ouais.
moi, il y a quand même une réalité qui est aujourd'hui, la croissance de Bulldozer, c'est mon LinkedIn. Et ça commence à être un peu YouTube. Tu vois, même si j'ai 1500 abonnés, ça génère quand même des leads. Mais ça me met une pression. C'est terrible. Ça me met une pression sur les épaules qui est, en fait, si je m'arrête, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de business. Et donc, j'avoue que le relais de l'outbound et du cold email, etc., c'est un vrai plus pour moi aussi pour me dire, OK. Et c'est comment t'arrives à identifier, tu leur demandes à chaque fois la source des gens qui bossent avec toi? LinkedIn. 100%? 90? LinkedIn Jordan ou YouTube Jordan. Et après, j'ai du bouche à oreille. Mais je veux dire, aujourd'hui, c'est rien du tout. Bon, on a 1 an. Hein. Mais aujourd'hui, le bouche à oreille, c'est rien. C'est LinkedIn Jordan, Podcast Jordan. Il y a Benoît qui m'a apporté pas mal de leads quand je suis passé sur son, je suis passé sur son podcast. Mais tu vois, bon, à part des petits coups comme ça, c'est YouTube et LinkedIn Jordan. Ok, parce que d'expérience, en fait, moi, ça a commencé à se rehausser. J'ai eu longtemps peur de ça parce que moi, ça a été beaucoup de LinkedIn très longtemps. D'ailleurs, que LinkedIn, très peu de YouTube. Même aujourd'hui, d'ailleurs, c'est marrant, j'ai sorti les chiffres il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est 81%. 81% tu vois, de la valeur des contrats qui sont créés dans Pipedrive, donc ça veut dire vraiment des affaires ouvertes, viennent de LinkedIn, bouche à oreille, YouTube et nos partenaires. On a des partenaires d'autres types. Et 50% c'est LinkedIn, bouche à oreille, avec bouche à oreille en premier. Et en fait, on a vu vraiment, je vois dans les stats, la courbe LinkedIn en haut comme ça, le bouche à oreille, et les trucs tu vois, qui s'inversent. Bien sûr. Comme ça. Et c'est tant mieux. Moi, c'est ça qui me rassure, parce qu'on n'a jamais eu la prospection ou l'outbound, etc., qui est venu dedans. J'ai vraiment envie de le craquer aussi, ce truc-là, mais j'ai pas réussi. Le jour où tu craques, ne me le dis surtout pas. Mais en fait, si, mais en fait, je te le dirai, je te vendrai une presta. Ah bah, je la prendrai avec plaisir. Tu me diras c'est quel collectif. Mais en fait, on commence. On va faire 2 choses, cold email et cold call. J'ai vraiment envie de faire du cold call. J'en avais fait un petit peu aussi, mais j'étais passé chez... Tu connais Jab ou pas? Bien sûr, on a fait les avoir en client. Ouais. Jab, ils nous ont sorti de la zone de confort. J'avais une journée de coaching avec HEC où j'ai ramené mon ex-head of sales à l'époque. A priori, en coaching, ils sont très très chauds. Ah, mais quel inconfort. Il m'avait dit, ouais. Quel inconfort. Moi, c'était il y a 1 an et demi, un truc comme ça. C'était trop loin de ce que je faisais. Je me suis barré avant la fin de la journée. Ouais, ils ont l'air très chauds. Et leur équipe, elle fait délire parce que tu sens que c'est vraiment, ils sont zinzin, tu sais, ils sont à fond, ils sont vraiment à bloc. Moi, ça me fait trop kiffer les gens comme ça. Et donc, on va tester cold call et on va tester cold email. Et en fait, le truc, c'est que déjà, le concept de me dire, on fait de l'acquisition via cold call, j'avoue que même conceptuellement, c'est un truc, ça me fait trop kiffer, tu vois. Ça me ferait vraiment trop kiffer que ça fonctionne. Ouais. C'est vraiment un truc, je me dis, mais... Et il suffit, t'as déjà des potes qui ont réussi à le faire? Bien sûr, et en fait, le truc, c'est que, tu vois, par exemple, hier, on a été en contact avec une agence SEO, et ils nous disaient qu'ils avaient 10 clients par mois, si mes souvenirs sont bons, qui venaient du call call. Je disais, mais c'est fou, tu vois. C'est fou. C'est monstre. Ils bossent avec quel type de client? J'ai pas le détail. Okay. En fait, c'est Léa, tu vois, qui est donc co-founder de Bulldozer et qui est head of sales, du coup, qui discutait avec cette agence et elle nous a mis un message dans le Slack en disant bon les gars, j'ai grave de l'espoir pour le call, ils nous ont dit que machin, parce qu'on est en train de set up le truc là. Donc on est en train de créer la base de données, bosser les scripts et tout machin, et même tu vois bosser là-dessus, bosser sur tes scripts de vente, tes ICP machin, c'est tellement stylé, tu vois. C'est trop lourd. Nous on a pareil, on a un client qui fait du B2B là, qui a closé mais des boîtes du CAC 40 comme ça en call. Et ça me paraît mais il y a des années-lumière, mais je sais que ça fonctionne. Moi je crois que je me suis déjà fait closer en call. Ah ouais? Ouais. Ah bah c'est que mais ça non, fonctionne. mais putain par contre ne m'appelez pas s'il vous plaît par contre. Non vraiment. En fait... non. Je mets le numéro en description de... Mais non, ils vont me Casper, c'est trop facile à trouver mon numéro. Oui, c'est vrai. Et toi, t'es un utilisateur de Casper en plus. Moi, en fait, je t'avoue que quand j'étais étudiant, en première année de DUT, j'avais fait un DUT, j'avais fait un stage dans une boîte qui faisait du call et du porte-à-porte pour vendre des fenêtres et des trucs comme ça. Vraiment les requins. Les requins. Donc moi, le call, comment je faisais, on disait, ok, là en ce moment, on est sur la zone Grenoble, je dis n'importe quoi, t'ouvres le bottin, littéralement. T'ouvres le bottin. Et ligne après ligne, t'appelles. Ligne après ligne. Et donc moi, le truc, c'est que ma culture du call, c'était ça, tu vois. Et donc forcément, quand
j'ai commencé à bosser avec des clients B2B qui me disaient bah, nous on fait du call et ça marche, je m'imaginais la même ambiance, tu vois. Puis après en fait j'ai capté que mais non, en fait ça peut être très quali et ça peut être machin. Mais j'avais tellement cette image en tête, tu vois, de les gars dans la pièce, c'est tous les téléphones qui appellent des particuliers chez eux en mode bonjour madame, nanana, j'ai une fenêtre à vous vendre. Tu vois, bon, c'est pas ça, le script évidemment. Mais et en fait non, ça peut être stylé, tu vois. C'est vraiment un truc, ça peut être cool le call. Putain. Ah, mais j'en suis convaincu. Non mais je te dirai, je te dirai, je te ferai un retour. J'espère que ça va marcher. Alors Adrien, qui s'occupe du call chez nous, comme ça je le cite. Adrien, tu vois, là tu as potentiellement un futur client. Donc il faut que ça marche. Il faut que tu fasses, faut que ça marche. J'avais une question d'un point de vue positionnement sur aujourd'hui, pour moi, tu vois, et pour rester dans cette affaire de groupe, pour moi Kudak et même toi, si je te prends toi, t'es le gars du e-commerce. Et même si tu as Linker, LinkedIn, etc., bon, tu es le gars du e-commerce qui fait du LinkedIn. Tu vois, bon, l'un n'empêche pas l'autre. La vision du groupe, est-ce que c'est toujours de naviguer dans cet espace qui est le e-commerce? Si jamais ce n'est pas le cas, toi, comment tu te positionnes? C'est une bonne question. Alors, ça n'est pas le cas. Puisque je te dis, en fait, on a globalement deux typologies. Hein. Tu as les clients de Linker et les clients de Kudak qui, en fait, derrière peuvent découler sur plein d'upsells potentiels. Donc, d'un côté, c'est les e-commerçants, les startups B2C, et de l'autre, c'est les dirigeants d'agence, d'ailleurs, ou les gens qui font du B2B. C'est nos deux typologies. Donc, à partir de là, mon positionnement à moi, c'est de rester très Kudak, quand même, parce que ça reste l'agence numéro 1 qui fait 60%, tu vois, du ça, quand même, du groupe, c'est entre 50 et 60. Donc, je vais continuer à faire mon acquisition pour ça. Donc, sur le e-commerce, parce que c'est une passion personnelle aussi, donc je ne vais pas arrêter d'aimer ça du jour au lendemain. C'est certain. Et ensuite, mon but, c'est de créer des relais de communication quand il y a des trucs à raconter sur les autres. Donc j'essaie un petit peu dans mon planning édito de me dire, là, ça serait bien que je pousse Linker, 16e, etc. Mais il faut quand même que les fondateurs d'agences n'aient pas besoin de moi pour trouver des clients de base. Donc c'est une autre des conditions d'ailleurs qu'on a pour recruter des fondateurs d'agences, c'est qu'ils aient un peu une méthode un peu similaire à celle que nous on a appliquée, qui est de devenir ton propre canal d'acquisition, d'accepter de faire du personal branding, ce truc-là. Donc en fait c'est une super question, honnêtement je ne l'ai pas totalement craqué parce que c'est là où on va... En fait il y a plusieurs possibilités. Celle que je vois bien, c'est d'essayer de créer en fait des mini Théo Lyon partout. Tu vois, donc des gens qui auront du YouTube, du TikTok, etc. et qui en fait vont servir de la force que je vais leur apporter pour aller plus vite. Ça ira plus vite pour celle d'après, pour celle d'après, pour celle d'après, etc. Parce que c'est un réseau de personnes qui s'enverront de la visibilité et des clients. Mais à terme, j'aimerais bien qu'en fait tout ressemble à des Kudak. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien. Mais en fait, non, mais ce qui me marque dans ce que tu dis, c'est que moi, une des raisons pour lesquelles je posais cette question, c'est que demain, ok, tu as 10 agences. En fait, ton argument qui est de dire moi, je vais être un gros levier d'acquisition client pour toi, à partir du moment où tu te mets à avoir 10 agences et où tu n'es plus Théo, le gars du e-commerce, ou etc., ce levier-là, j'ai le sentiment qu'il va se dissiper. Eh ben écoute, non. Je peux répondre assez... Parce qu'en fait, les clients ne viennent pas de ma communication à moi. Les clients viennent de nos clients. C'est-à-dire que tu vois, dans les 4 trucs que j'apporte, il y a les clients. Et quand je dis les clients, c'est ceux qui sont en portefeuille. Donc tu vois, on en a 150, un truc comme ça. C'est de là qu'ils vont venir. Moi, ce qui va venir de mon contenu, c'est pas la visibilité, c'est bien, peut-être ça va t'apporter des clients, c'est la crédibilité. Donc la crédibilité, en toi, c'est un actif que je peux donner beaucoup de fois. Donc je le dégrade pas et que je fais pas une recommandation de merde parmi les trucs bien sûr que je pousse. Mais donc du coup, non, j'ai pas trop de problème sur ça. Parce que l'acquisition qui va venir de la visibilité, ça va venir de celles qui se seront créées, je l'espère, tout seul. Oui. Non, mais par contre, du coup, dans ce que tu disais, un truc que je trouve assez intéressant, c'est qu'au lieu de pouvoir dire, bah, moi, j'ai le levier de mon audience pour t'apporter du business, en fait, tu as le levier de ta connaissance et de ta méthode et de blablabla. Et ça, tu peux la scaler auprès de tous les CEO et faire en sorte que chacun essaye de devenir un peu, comme tu disais, le mini Théo. Voilà, ouais, exactement. Ah, ça, c'est pas mal. Ça me plaît. Aujourd'hui, toi, tu gères encore des clients en direct? Non. Plus? Non, bah je gère les clients qui vont faire du sponsoring sur ma chaîne YouTube. Oui. Donc, parce que c'est limite du client perso en fait. Ouais, c'est ça. Bon, il y a quand même mon head of content, il y a Étienne qui s'en occupe aussi un peu, mais non, sinon j'ai plus de. Enfin, je vois toujours mes clients, mais je fais plus l'opérationnel. Tu vois toujours tes clients, c'est-à-dire? Bah, je déjeune avec mes clients. Ah oui, d'accord, ok. Petit-déj, etc. Classique quoi. Je me disais, tu fais les réunions, mais t'es pas dans l'opérationnel, ça c'est hyper bizarre. Ok. Je change un peu de sujet, c'est un truc que je te disais, pour moi c'est important d'en parler parce que t'en parles dans d'autres podcasts, mais personne creuse le sujet. C'est quand tu dis, nous on a
on a une secret sauce chez Kudak, c'est qu'on est capable d'identifier des talents sous-cotés. Ouais. Comment tu fais? Alors, c'est exactement comme pendant que j'étais en école de commerce, j'ai essayé d'un moment de gagner de l'argent avec des paris sportifs. Et j'ai essayé de comprendre comment est-ce que tu pouvais gagner de l'argent mathématiquement avec. Et donc finalement, t'en arrives au fait que pour gagner de la thune, tu dois mieux prévoir la cote que le bookmaker. C'est-à-dire, s'il te donne une cote de 7 et que toi tu penses qu'en fait la cote qu'il aura dû te donner, c'est 6,50, et bah là, t'as un incrément de perte. Tu dis en fait, attends, il m'a surestimé le gain, même si j'ai très peu de chances de gagner, il faut que j'y aille. Moi, ce que je veux en venir avec ça, c'est que mes talents, sous-côté, c'est des cotes à 6, tu vois. C'est des cotes à 5, 6, 7, etc. J'ai une haute variance dessus. Ça veut dire que beaucoup de temps, ça va se fail, mais les fois où ça réussit, comme de la start-up pour un VC, ça réussit tellement que ça fait oublier tous les autres. Ouais. Et donc, ce genre de talent-là, très souvent, c'est un type un peu spécial. Je n'ai pas trouvé de meilleur mot. Le mot qui va bien, je trouve, c'est misfit. Ça veut dire que c'est pas un rebelle. Donc, c'est pas quelqu'un qui fuit le système. Oui, mais c'est quelqu'un qui est un peu en décalage. C'est quelqu'un qui vient d'un background soit très traditionnel. En fait, je pense que je peux prendre mon exemple. Tu vois. Je viens d'HEC. J'ai fait toutes les voies classiques, etc. Je sais ce que c'est. Et je sais volontairement que je ne veux pas aller dans les voies qui sont destinées à ces gens-là. Et donc, il faut que je trouve un truc à côté qui, à la fois, me parle, parce que ça a mes codes, mais qui a des éléments un peu de rébellion et tu vois, un peu plus originaux, tu vois, avec des gens, des autodidactes, etc. Et ce genre de profil-là, en fait, ça va bien parce que moi, j'ai une proposition de valeur unique pour eux. C'est-à-dire que je suis une boîte qui est probablement l'une des seules, tu vois, à réussir à faire cohabiter ce genre de profil, où j'ai à la fois des gens qui ont fait très peu d'études, des autodidactes qui sont super forts, et des gens qui viennent de grandes écoles et qui ont moins ces trucs main dans la boue. Et donc, c'est des genres de... Tu vois, j'appelle ça des misfits, parce que c'est pas vraiment des... C'est pas vraiment des rebelles, en fait. C'est pas vraiment des gens qui sont hors du système, c'est des gens qui sont pas contre, mais qui cherchent une boîte dans laquelle ils pourront, tu vois, bien un peu être eux-mêmes. Et c'est assez dur, tu vois, j'ai pas terminé ma réflexion en vrai là-dessus, sur le réussir à foutre des mots, précisément, sur ces choses-là. Mais c'est souvent des talents qui vont coûter moins cher que ce qu'ils apportent pour ta boîte, parce que c'est ça aussi, tu vois, quand tu vas chercher des talents sous-côté, c'est en fait ça va te coûter pas cher en termes de salaire versus ce qu'ils vont te rapporter en termes de résultats, et en termes de temps de formation versus ce qu'ils vont te rapporter comme résultat aussi. C'est un peu brouillon. T'as compris ce que je voulais dire ? Je pense. Est-ce que y a un sujet Paris versus province ? Parmi mes talents, c'est-à-dire il y en a un qui est meilleur que l'autre ? Non, mais en fait, la réflexion, c'est de me dire, je suis déjà tombé sur des boîtes qui avait parlé de ça déjà. Je crois que c'était Jérémy Goyeux avec Spendesk qui du coup avait dit une fois que lui, il trouvait beaucoup les talents en province, justement parce que, en fait, l'écosystème parisien est tellement renfermé sur lui-même que tous les talents, en fait, ils restent dans cet écosystème et du coup, en fait, soit les gens, c'est connu qu'ils sont des talents ou voilà. Mais après, par contre, en province, il y a vraiment des talents qui n'ont pas particulièrement l'accès à des top startups, à des top machins. Et en fait, si tu arrives à les trouver eux, bah, c'est vraiment un truc hyper intéressant parce que, en fait, personne va les chercher. Personne va les chercher parce que toutes les top startups, elles restent. Et je me dis, vu que toi, tu as une culture en remote, ouais. Est-ce que finalement, tu as aussi peut-être ce truc-là qui se produit ? C'est vrai que j'ai des gros performeurs en province. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas forcément théorisé le truc, je l'avais pas inclus dans les raisons. Mais c'est certainement une des raisons pour lesquelles on a une grosse partie de l'équipe qui est en province, donc Marseille, Lyon et des gens avec des gros postes chez moi. Ouais. Et qui sont super bons. Donc tu as certainement une partie là. Parce que tu vois, même, je me demande si une fois, on n'en avait pas parlé tous les deux d'ailleurs. L'année dernière, j'ai vraiment eu un espèce de flash sociologique sur startup versus dropshipper. Parce que toi, je pense que tu as accès aussi à des dropshippers, etc. Mais en gros, on a bossé avec des gens qui viennent du monde du dropshipping. Et c'est généralement des gens province, vision très cash. On n'est pas là pour lever de l'argent. On est là pour faire du cash. Excellent. Vraiment très bon. Mais systématiquement, c'est des gens de province, tu vois, qui ont vraiment cet état d'esprit, versus Paris, qui est très Startup Nation, très levée de fonds, les VC, etc., longues études, versus la province où c'est pas forcément des longues études, c'est vraiment la vision cash, et c'est vraiment des bêtes aussi, tu vois. Ça, tu vois, c'est l'exemple parfait. Je le prendrai la prochaine fois, pour expliquer ce que c'est un misfit. Pour moi, le profil parfait que je veux recruter chez Kudak, c'est un mec de grande école qui a fait du dropshipping. Un mec ou une meuf, évidemment. Ah, c'est pas mal ça comme exemple. Et ça, c'est rare. Mais ça reste toujours parce que le dropshipper tout court, de mon expérience, c'est un profil, c'est très haute variance. Ah non mais complètement, 100%.
À voir, c'est 2 sur 10 sur laquelle ça se Ouais. passe vraiment bien. À recruter, oui. Ouais. Par contre, nous, on les a eu en clients et on voit que quand ils font appel à une agence, etc., c'est qu'ils ont déjà un business qui tourne très bien et ils sont très smart. T'as une bonne expérience avec les clients dropshippers? Il s'avère que du coup, je bossais pas avec eux sur leur e-commerce. C'est des gens qui ont commencé par le dropshipping et qui aujourd'hui font d'autres business. Donc, qui se sont mis à faire un SaaS, Ah d'accord, ok. qui se sont mis à faire une agence, tu vois, des choses comme ça, mais ils ont commencé par le dropshipping. Parce que en e-commerce, moi, c'est probablement le pire type de client que je peux décrire. Je peux comprendre. Mais là, nous, tu vois, c'était vraiment des gens, ils sont passés par le e-commerce, mais ensuite, ils ont fait autre chose. Et top. Ah bah ils doivent être brutaux après. Hein. Et de toute façon, ils Et construisent des super bêtes de business. mentalité, etc. tu vois. Ouais. Vraiment super mentalité. Et là où, du coup, il y a un gros décalage avec la Startup Nation, c'est faut faire du cash. Faut faire du cash et voilà, tu vois. Et ils peuvent avoir une vision long terme, etc. Et ce qui est souvent très, très marrant, c'est que les gens qui viennent du dropshipping, ils ont un gros respect pour la Startup Nation en mode, ça leur paraît tellement loin, tu vois. Paris, les VC, les levées de fonds, etc. Et l'inverse, pas du tout respecté. Tu Et vois. même, je trouve que d'ailleurs, c'est en train de créer l'effet. Hein. Les deux, finalement, moi, je trouve de mon expérience, les deux se chient dessus. Hein. Vraiment. T'en as un qui insulte les gens parce qu'ils font un business d'arnaque, et les autres qui disent ouais, mais c'est des gens, ils sont starifiés, mais ils gagnent pas d'argent. Tu vois. Oui. Et les deux, c'est des sphères qui se parlent pas. Tu vois. C'est Paris et Dubaï. C'est un peu ça. Pour simplifier. Ouais, c'est un peu ça. On va approcher de la fin de l'épisode. J'aimerais bien savoir, du coup, aujourd'hui, à quoi elles ressemblent tes journées. Au bordel. Qu'est-ce qui est standard déjà? Ce qu'il est, c'est le post LinkedIn du matin. C'est mon petit rituel avec un petit café. Je m'assois et j'essaie de trouver un truc à écrire. Parce que j'arrive pas trop à prévoir les posts à l'avance, donc je fais comme ça. Donc ça, c'est standard. Tous les matins, lire un post, le jour où j'ai le temps. Ensuite, il y a un petit stand-up qui dure une quinzaine de minutes, qui a lieu en 2 parties. J'en ai un avec mon équipe Sales, dans laquelle on fait une review de deal, souvent, un perdu et un gagné. Ça a lieu 2 fois par semaine. Et ensuite, la matinée, j'ai pas de call. Après ces trucs-là. J'ai pas de call, là, souvent, à 14h, 14h30, et toute l'après-midi, c'est les calls. Donc c'est soit des calls en équipe. J'ai beaucoup réduit le nombre de calls que j'avais. D'ailleurs, c'est dans l'épisode de Tout est miel là, qui sort aujourd'hui. Parce que c'était devenu catastrophique. J'ai compté, j'avais 14 heures de calls par semaine récurrents. Juste les calls récurrents. Et ça me rendait malade. Donc j'ai coupé par 2 voire 3. Donc je me retrouve maintenant qu'avec des calls avec des gens qui peuvent faire progresser mon business. Donc soit des invités de podcast, des trucs comme ça. Ou des prospects que je vois avant d'envoyer vers les équipes sales. C'est lesquels les prospects que toi tu prends? Ceux qui viennent de mon contenu, de mon podcast, tu vois, des gens qui font des intros par-ci par-là. En fait, moi, mon travail, c'est de créer des relations avec les gens, soit via le contenu, soit en perso. Donc, il y a des gens avec lesquels j'ai envie de discuter, mais j'ai pas encore d'idée de contenu à faire avec eux. Mais tu prends n'importe quel prospect, n'importe qui va t'écrire sur LinkedIn. Ah non, pas du tout. Ah non, mais il y a bien sûr Non, mais c'est des e-commerce. Je peux te donner mon ICP, tu vois, un e-commerçant qui fait plus de 2-3 millions de CA. Ok. Bref. Ou une startup. Donc ça, c'est la partie standard. La partie... sinon, il y a une autre partie standard, c'est qu'il y a une journée par semaine qui est attribuée au contenu. Donc l'après-midi, où est le tournage, et le matin, c'est l'écriture. Ça, c'est le mardi ou le mercredi. C'est toi qui écris? C'est moi qui écris, ouais. Toute la partie standard. Et après, la partie qui est non standard, c'est mes tâches du quotidien. Tu vois, j'organise mes semaines très simple. J'étais en Asie de la Todo avant. J'avais mes journées prévues la veille pour le lendemain à l'heure près, à la minute près. Vraiment, je savais tout. J'avais tout avec la durée de chaque tâche, etc. Le déjeuner, le sport et tout. J'ai arrêté de faire ça en même temps que les réunions et tout parce que c'était un peu source de... Mais c'est suite à la lecture d'un bouquin d'ailleurs qui s'appelle 4000 semaines. D'accord. Je sais pas, 4000 semaines, c'est le temps d'une vie humaine, tu vois. Et quand t'as 25 ans, en fait, t'as déjà passé 1400 semaines et donc ça... ouais, 1400 semaines, je crois, un truc comme ça. Et donc c'est tout un raisonnement sur c'est quoi la productivité et comment tu vis bien ta vie. Donc il m'a amené à couper tout ça. Ce qui fait que du coup, tu fais plus de sport. Je fais justement plus de sport. Et qu'est-ce que je te racontais? Ouais, donc des trucs. Oui, donc voilà. Donc en fait, tout le temps qui reste en fait est attribué à mes tâches les plus importantes. J'ai une par jour. C'est juste la seule truc que je prévois. Ok. Et du coup, tes calls avec les potentiels CEO, les ateliers de suivi, etc., Ça, par contre, t'étais lead dessus, on est d'accord? Ouais. Et donc ça vient s'intégrer dans ta journée, mais de manière, T'en as un récurrent. Oui, tout a lieu le lundi après-midi. Pour l'instant. Et ça va changer. Tu vois, c'est un truc, c'est même pas standardisé. Ça fait 3 semaines là que j'en fais, que c'est le lundi après-midi.
Sinon, c'était plus ponctuel. Et après, il y a d'autres calls. Enfin, j'ai arrêté d'essayer de standardiser les trucs. Vraiment, je me rends compte que c'est contre-productif déjà parce que ta semaine, ça va être un chaos. Ça a toujours été un chaos. Tu finis jamais tes to-do. J'ai arrêté d'essayer de tout prévoir. Et maintenant, je mets beaucoup plus de place au ponctuel. C'est-à-dire, tu as besoin de moi. Bon, bah tiens, tu sais quoi, bah, j'ai du temps maintenant. Là. Je te prends du temps pour toi. Ouais. Ça, c'est de la balle, ça. Et donc, pas très standard, mes journées. Même si je viens de te décrire quand même une bonne partie. Oui, non, mais bah, il y a des grandes lignes, quoi. Ouais. Enfin, c'est les grandes lignes. Tu vois, c'est intéressant le côté. Ça ressemble à quoi? T'as chaud de te retourner la question? Bon, moi, il s'avère que depuis quelques mois, c'est un peu le bazar. En fait, mais tu sais ce que c'est avec la croissance et le fait que machin, et encore une fois, moi, il y a une grosse place au travers du contenu, mais parce qu'on est en train de structurer les choses, etc. Moi, je suis aussi en train de faire des trucs. Par exemple, j'ai encore 2 clients que je gère en direct. Vraiment des clients un peu critiques, etc., avec qui j'avais des relations avant, qui voulaient absolument travailler avec moi, etc. etc. Donc, il y a ça, mais ça, il faut que j'arrête. Il faut être clair, il faut que j'arrête. Donc, il y a cette partie-là. Et en fait, aujourd'hui, tu vois, ma semaine, c'est un peu le bazar. C'est le bazar, ça part un peu dans tous les sens, etc. Le truc, c'est que j'ai des obligations sur lesquelles je veux absolument passer du temps. Les éléments sur lesquels je veux passer du temps, c'est par exemple l'écriture LinkedIn, oui, et puis l'écriture des vidéos YouTube, ce genre de choses. Sauf que ça, c'est un peu nouveau dans mon agenda. Tu vois, c'est depuis le mois de novembre, je crois, que j'ai lancé ma chaîne YouTube, les podcasts, etc. Vu que c'est nouveau, c'est venu vraiment remplir mon agenda. C'est avec novembre que tu as lancé la chaîne YouTube? Ouais. Putain, c'est bien. Hein. Je crois première semaine de novembre. Tu vas super vite. Hein. Bah, je le prends comme un compliment. Non, mais c'est vrai, j'avais l'impression que ça fait plus longtemps que je regarde tes vidéos, mais bon, c'était dans ma tête. Non, ou dernière semaine d'octobre, mais voilà, cette période-là, quoi. Et en fait, tu sais la charge de travail que ça représente. Et donc, c'est venu complètement, bam, tu vois, prendre toute la place. Et donc, aujourd'hui, moi, je suis dans une phase où je sens que je commence à avoir besoin de standardiser des choses. Mais en fait, j'ai besoin de standardiser des choses pour éliminer des choses. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un espèce de brouhaha, je sais plus du tout où donner de la tête. Et en fait, j'ai besoin de passer par une phase de, OK, organise ta semaine en temps dédié. Et en fait, tu vas te rendre compte en faisant ça qu'il y a plein de choses qui rentrent pas dans le standard, qui ne rentrent pas, ils ont juste pas la place. Et aujourd'hui, tu les fais tenir parce que tu es juste une grosse brutasse et qu'il faut absolument que ça passe. Mais il faut te rendre à l'évidence, il y a des choses à éliminer. Et donc, tu vois, je sens que j'ai besoin de passer par cette phase de standardisation pour identifier ce que je peux éliminer, ce que je peux déléguer, etc. Ouais. Bah, en fait, moi, ça a toujours été une phase entre la standardisation et rajouter des trucs, tu vois, que tu rajoutes dans tes standards, du coup. Enfin, donc, tu standardises souvent quand tu as trop de trucs à faire, tu vois. Et ensuite, d'élimination. C'est des phases comme ça. J'alterne entre les deux. Boum, 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 et c'est hyper important. Donc là, je suis dans une phase de réduction plutôt. Ok, bah moi aussi, du coup, en ce moment, je suis dans une phase de réduction, mais je sais très bien que ça va passer par une petite étape de standardisation qui va durer 3 semaines. Et puis après, je vais me dire, c'est bon, t'as compris, maintenant élimine, recommence à vivre vraiment le truc pleinement, et voilà. Tu te fais aider sur toi au quotidien. Donc, déjà, toi, tu as une équipe contenu. Tu vois, donc moi, par exemple, au début, je faisais mon montage, etc. Et c'est là où je me fais aider par la potion rouge, Momo, etc. Mais au début, du coup, je faisais tout moi, donc là, c'était terrible. Donc là, j'ai absolument voulu déléguer cette partie. Toi, de ton côté, tu as une équipe contenu qui t'aide là-dessus. Est-ce que tu te fais aussi aider tu vois, on parlait Virtual Assistant aussi avant l'épisode. Et même, j'ai même envie d'aller sur le côté coaching. Est-ce que tu te fais coacher? Tu vois, c'est quoi les aides que tu as dans ton job? Alors, c'est marrant que tu dis ça parce que j'en ai aucune. J'ai zéro. J'ai rien du tout et je pense que c'est un mauvais effet de l'ego. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu, comme je voulais créer un truc, moi, je viens d'école de commerce, on te dit ouais, faut que tu aies un mentor. Enfin, pas que tu aies un mentor, mais tu dois toujours avoir un manager quelque part. Donc je me suis dit, je vais faire totalement l'inverse, je vais être autodidacte, etc. Et en fait, je me rends compte, c'est un petit peu comme tu vois, les murs dont on parlait avant, où tout le monde dit que tu vas te les prendre. Ouais. J'ai vraiment peur que le mur de ne pas être coaché, ce soit un mur que je me prenne un moment. Tu vois. Le fait d'avoir personne pour dire où sont tes angles morts. Et je me rends compte parfois, c'est que j'aimerais bien avoir un regard extérieur. Je me dis, tous les grands sportifs, ils avaient des coachs. Ça, c'est quand même dingue. Tu vois, Obama, il avait un coach. Putain, c'est ça. Et en fait, à un moment, t'es qui, tu vois, pour dire que t'as pas besoin de coach? C'est juste que j'ai peut-être pas trouvé la bonne personne, mais surtout, c'est assez compliqué. Tu vois, j'en parlais hier. Tu connais Alexandre Dana? Oui, bien sûr. Le Live Mentor, qui disait que lui, c'est un expert de se faire coacher. Donc, je lui demandais des trucs, il me recommandait des choses. Genre, je me recommandais quoi? L'Académie de la haute performance. Je crois que c'est pas mal.
Il m'a dit, je t'ai fait coacher par plein de gens, mais il disait que la première étape de recevoir un bon coaching, c'est de savoir sur quoi tu as un problème. Et le truc, c'est moi aujourd'hui, je suis pas très clair. J'ai juste besoin de quelqu'un pour me dire c'est quoi mes angles morts, c'est quoi les trucs que tu peux pas voir, parce qu'il y en a toujours. Donc non, je me fais pas coacher, mais c'est mon sujet du moment. J'aimerais bien progresser là-dessus. Alors moi, je te propose de voir le truc différemment parce que moi, j'ai commencé un coaching. J'ai commencé et en fait, pour te raconter mon expérience, quand j'étais chez Germinal, il y a eu une période où j'étais pas mal pris d'anxiété. Ouais. Et j'en avais parlé à Kevin DRH en lui disant, en lui partageant ce truc-là. Il m'a dit, bah, écoute, moi là, j'ai envie qu'on tente le coup d'avoir des coachs à disposition de l'équipe pour les aider sur certains sujets. Ça te dit qu'on fasse un test avec toi, quoi. J'ai dit, bah ouais, grave. Et j'avais halluciné. Enfin, vraiment, je m'étais dit... Et donc, j'étais tombé sur une bonne personne, tu vois. Et je m'étais dit, mais elle est incroyable. Je la trouvais incroyable, tu vois. Et du coup, après, tu tombes forcément dans ce truc de est-ce que c'est le coaching qui est super ou est-ce que c'est la personne qui est super. Et donc là, j'ai voulu retester dernièrement. Et donc, j'ai testé Wave. Tu vois, Wave ? Non, c'est Jean de la Roche-Brochard, il recommande beaucoup. C'est Adrien Falcon qui est derrière, qui a coaché des CEO top startup, etc. Et là, aujourd'hui, il a cherché à productiser en quelque sorte son coaching. Donc, c'est pas un coaching face-to-face, etc. C'est que par écrit. Tu as un espèce de produit et tu discutes avec ton coach, mais par écrit. Du coup, ça te fait vraiment un truc un peu conversationnel. C'est ouf. Enfin, vraiment, c'est ouf. Vraiment, c'est ouf. Et le truc qui est... Et donc, au lieu de voir le truc en disant... C'est quoi ton problème ? Je dirais plutôt où tu as envie d'aller. Tu vois, tu prends le truc à l'envers. C'est pas j'ai un problème à régler, c'est voilà où je souhaite aller. Et en fait, je vais découvrir sur le chemin ce qui me bloque pour aller là-bas et dont j'ai pas conscience. Et moi, aujourd'hui, c'est un peu ça qui se passe. Et tu vois, donc, il y a à peu près 1 an, j'ai commencé à aller voir un psy d'un point de vue perso, tu vois, pour des raisons personnelles. Et j'ai un peu halluciné de ce que c'est, tu vois, d'aller voir un psy en me disant, putain, tu t'imagines un truc et puis tu t'imagines les gens qui ont vraiment des gros problèmes, etc. Bon, moi, globalement, je vais bien dans ma vie, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression de connaître des facettes de ma propre personne dont j'avais mais pas du tout conscience et qui m'aident vraiment à step up sur des trucs, je les aurais pas imaginés. Et ben le coaching, j'ai l'impression que c'est un peu le même genre de bail, mais côté professionnel, pas sur le côté vraiment hyper perso. Et vraiment, là, moi, je te recommande, hein, c'est ce truc de, ok, c'est quoi ton objectif ? En fait, tu souhaites aller où ? Dans 3 mois, t'aimerais être où ? En tant que... C'est quoi ton objectif perso dans 3 mois, tu vois ? Et en fait, tu parles de ça, et puis, ok, et là, la personne, elle va commencer à te poser des questions, et tu vas pas les sentir venir. Tu vas pas les voir arriver. Tu vas te dire, putain, c'est une question, je l'aurais pas envisagé, mais c'est plutôt smart. Et là, tu découvres un truc. Et puis après, mais attends, mais pourquoi tu penses comme ça ? Et tu te dis, oh putain, l'enfoiré, il vient d'appuyer sur un truc qui est douloureux là. Incroyable. Putain. Tu m'as bien pitché le truc. Je t'ai bien pitché. On lance un collectif de coach. Vu qu'on parle d'ambition, c'est quoi toi ton ambition ultime ? Alors, l'ambition que j'ai avec cette boîte-là, c'est de faire la guerre au mauvais service. Et donc, tuer le mauvais service, mais aussi tous les gens qui font du mauvais service. Toutes les entités, les personnes morales, évidemment. Parce que dire tuer tous les gens, c'est une formulation particulière. Non, aujourd'hui, tu as une impunité avec le fait de faire de la merde, tu vois. Ouais. C'est aussi pour ça que j'ai envie de créer de la transparence avec le contenu, c'est-à-dire en mode vraiment, regarde, j'ai ma gueule là, si je fais une connerie, je dois l'assumer devant tout le monde. J'adore ça, je trouve ça très juste. Skin in the game, enfin juste au sens Oui. justice. Tu dois te douter que je partage. Voilà. Et à terme, moi, en fait, j'y réfléchissais, c'est marrant, je savais pas trop. Et puis, tu sais, quand on a perdu la finale là, contre l'Argentine, ça m'a, je sais pas pourquoi. Je m'attendais pas à cette ref. Non, mais vraiment. Et de voir, tu sais, les Argentins célébrer et de voir Mbappé, ça m'a fait un truc. Et j'ai fait une mini dépression, je pense, pendant une semaine. Je me suis grave identifié en fait au mec qui a envie d'être bon et qui perd. Et je me suis dit, putain, il a perdu, tu vois. Et tu sais qu'en fait, il est en train de. Comme ça, il est en train de faire des gros muscles comme ça. Et il va faire une carrière de bâtard. Je me suis rendu compte que je partage. J'ai vraiment envie d'être numéro 1 mondial à un truc, en fait. Je sais pas quoi. Et j'ai envie de tester. Mais donc, ambition mondiale. Je sais pas, parce qu'à la limite, tu vois, j'imagine pas encore Kodak dans d'autres pays.
Mais la quête d'essayer d'être numéro 1 à quelque chose, ça m'excite bien. Et tu vois, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour Mbappé, que j'ai redécouvert là. En fait, tu t'identifies beaucoup aux gens dans la défaite. C'est-à-dire quand il a perdu comme un... Enfin, il a quand même perdu comme un prince, tu vois. Il a pas... Ouais, clairement. Alors que les Argentins n'ont pas gagné comme des princes. Complètement. Donc je me suis dit, tu vois, et je suis sûr que, tu vois, imagine, tu as la finale dans 4 ans, France-Argentine, il gagne, il ira pas célébrer devant la gueule de Messi, tu vois, il ira pas faire des dingueries et se venger sur le gardien. C'est un mec, il est là pour gagner, il s'en branle, il veut la couronne, tu vois, pas la tête sur laquelle il y a la couronne. Et je trouve ça stylé. Et ça me fait penser, tu vois, ce que tu dis, bah forcément MMA, on parlait de MMA avant, sur... ouais, il y a des gens, quand ils perdent, tu te dis... Ah, en plus, ils viennent de se faire casser la gueule. Et tu sens la douleur. Je pense Gann, s'il perd, on se sentira tous les deux... Ngannou, tu vois. Ouais. Quand il se tourne vers la caméra, il dit « désolé » et tout. Tu t'identifies au truc et tu te dis « putain ». Mais après, tu as ce truc de vas-y, il va revenir plus fort, il va s'entraîner, il va machin. Et même Nassourdine, là, on parlait de Nassourdine qui a perdu. Et il y a ce truc d'identification de vas-y. Mais c'est. Tu vois, y a la devise de Kodak, c'est créer des aventures de croissance pour nos clients. Et pourquoi est-ce qu'on a mis aventure? C'est parce que dans une aventure, c'est pas qu'un mec qui gagne. Totalement. Et donc, il faut en fait limite manufacturer dans une aventure des moments de down, tu vois, des moments où tu perds. Et quand tu perds, tu vois, Mbappé, à la fin, s'il y a un documentaire sur sa vie, il a perdu en Argentine, ça va avoir des conséquences derrière. Et en fait, c'est comme ça que ça se construit, tu vois, les héros. J'ai beaucoup, en fait, je sais pas pourquoi ça m'a retourné. Même je trouve d'un champion qui perd et qui gagne derrière, je trouve que c'est encore plus stylé qu'un champion qui fait que gagner. Et même, tu vois, le public a du mal à s'identifier à des Schumacher, qui dominent tout, des Djokovic. C'est plus dur. Un champion qui a perdu et qui finit par gagner, l'histoire elle est tellement magnifique. Voilà. Et ben on va terminer là-dessus. Je trouve que c'est un beau message de fin. Merci Théo pour ton temps. Merci Jordan. Pour tout ce que tu as déballé, ça fait très plaisir. Et puis pour toutes les personnes qui ont écouté, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le petit like, le petit commentaire, tout ça. Et puis on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Salut! Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just